d'une civilisation obscurantiste, une civilisation islamique qui n'a pas une sauvagerie. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler d'un bouquin, ou plutôt de la tournée promotionnelle de ces deux autrices et de l'accueil qui leur est réservé dans les grands médias. Parce que cette campagne promotionnelle, c'est surtout une campagne politique. Elle a été conçue comme ça. Et jusqu'ici, ça marche comme sur des roulettes. Ce bouquin, c'est Transmania, un livre qui se présente comme une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Ces autrices, Marguerite Stern et Dora Muto, sont les influenceuses les plus en pointe sur la question, puisque ça fait des années qu'elles ne parlent plus que de ça. Attendez, je vais mettre ma caméra en dessous là, ça me fait chier. Hop. Voilà. Des personnes trans. Ça les obsède, c'est devenu leur fonds de commerce, c'est devenu leur raison de vivre. La sortie de ce bouquin, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'acharnement contre les personnes trans. C'est leur moment, elles le savent. Ouah, attendez, j'ai badé. L'aboutissement de plusieurs années. En fait, j'ai cru que c'était Marguerite Stern, mais non, c'est Dora Muto. C'est juste que là, elle a le skin de Marguerite Stern. Du coup, c'est perturbant. Années d'acharnement contre les personnes trans, c'est leur moment, elles En fait, les deux se ressemblent du coup d'un coup. le savent, et c'est ce moment qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors bien sûr, on l'a pas lu le bouquin, on l'a même pas acheté, mais c'est pas grave parce que les journalistes qui les reçoivent en plateau l'ont pas lu non plus, donc voilà, on s'en fout. Ceci dit, il y a un journaliste qui l'a lu, Thomas Vampouille, qui nous en a fait un résumé dans le magazine Têtu. Il écrit à propos des deux autrices, Transmania les révèle transmaniaques, obsédées notamment par la sexualité des femmes trans, qu'elles fantasment abondamment, alerte gênance. On rirait bien de bon cœur à toutes ces histoires de Roro, sauf qu'elles sont sérieuses, les deux bigotes, derrière leurs plumes rabelaisiennes et leurs fantasmes homophobes, autour d'une sexualité passive qu'elles méprisent ouvertement. Ah ouais, hein. Ouais, franchement, les textes là, même, je me souviens, on avait lu un article de Têtu. Ouah, on dirait des espèces d'histoires sur... C'était quoi? C'est quoi l'appli là? L'appli pour écrire des trucs... Comment elle s'appelle déjà? Wattpad? C'est ça? On dirait vraiment des trucs Wattpad un peu bizarres. Oui, voilà. Roro, c'est un personnage qu'elles ont inventé, mais qu'on va suivre tout le long du livre. C'est Robert qui veut qu'on l'appelle Catherine, et autour de cette histoire, elles vont broder. Attention, c'est assez sale, parce qu'elles réduisent quand même assez tout à des histoires de pénis, de pénétration, de cucu. Je vais vous faire un petit extrait. Le Let's go. cul nu de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Robert ferme les yeux et commence à se branler en laissant échapper un râle rauque. La voix féminine reprend « Tu es une petite salope, il n'y a... y a pas de honte à être une petite salope, à se faire prendre. Ta bite de femme est un clitoris tout gonflé et ton anus une bonne petite chatte toute serrée. » Oui, bon, c'est bon, on est... Mais moi en fait, mais ça existe en fait. Genre c'est tout le lore du sissy porn et tout ça, ça existe. Mais en fait le problème c'est... En quoi c'est un problème? Moi j'ai envie de le défendre comme ça. En quoi c'est un problème qu'il y ait des gens, leur sexualité, ça te soit ça? Genre bon... On n'est peut-être pas obligé non plus. Non, on n'est pas obligé, mais... Si c'est leur truc. Mais c'est pour que les gens voient la vulgarité du... Moi après ce que je dis toujours avec le truc du sissy porn, c'est que là où il faut se méfier, c'est l'imaginaire dégradant autour de la féminité. C'est sûr que c'est un peu un CSC. Mais en soi, genre... Où est le problème d'être une petite salope? J'ai envie d'aller dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire, sexuellement, c'est épanouissant. Merci, Gable Paki. Voilà, hein. C'est épanouissant de se dire, ah, je sais bien. En fait, c'est juste, c'est... Tout, c'est... On prend le truc inverse. Un mec qui se dit, oh, je suis un gros baiser. J'ai une grosse beuteuse. Voilà, les femmes, je les enchaîne. J'ai de l'endurance. Mais voilà, c'est le versant opposé, mais... Bah, en gros, genre, pourquoi une meuf, elle pourrait pas, dans le versant opposé, se dire une petite salope, je sais bien prendre des queues, je sais bien faire le truc, tu vois, enfin, bah oui. Oui, bon, c'est bon, on n'est peut-être pas obligé non plus. Non, on n'est pas obligé, mais c'est pour que les gens voient la vulgarité du truc. L'idée, c'est vraiment de dire, regardez ce qu'il y a dans la tête de ces dégénérés. Mais en fait, ça nous dit beaucoup sur ce qu'il y a dans la leur. Donc les autrices nous présentent ce livre comme une enquête, mais vous avez bien vu, en réalité, il y a plein d'histoires inventées, il y a toutes sortes de choses fausses, de la désinformation. En fait, oui, ce que j'essaye de dire par là, c'est que je le défends comme ça, mais ce qui est horrible avec le bouquin, c'est que le bouquin s'appelle Transmania, et le bouquin est censé te parler du phénomène trans. Moi, je dis que c'est un phénomène qui existe, ces trucs de sissy porn, ou alors cet imaginaire un peu sexuel. Merci pour le sub offert à Fear and Hunger, let's go. Je dis que ça existe, mais réduire le phénomène à ça, c'est terrible, les gens. C'est ça qui est terrifiant, en fait. Genre, rappel, là, on parlait des enfants trans. Il y a des gamins, genre, ils sont même pas dans un imaginaire. Moi, quand je sentais que je voulais être une petite fille, genre j'avais 6-7 ans. Je ne pensais pas au cul, une seule seconde en fait.
Comment dire, la découverte sexuelle, elle s'est opérée comme tout le monde, plus tard, vers 13-14 ans et tout ça. Mais à l'époque, je ne pensais pas une seule seconde à une dimension sexuelle. Et les personnes trans ne pensent pas spécialement à une dimension sexuelle. En fait, quand tu deviens adulte, la dimension sexuelle, elle s'imprègne de tas de choses, en fait. Genre, je sais pas, moi, un adulte, il peut avoir des fantasmes sur le fait d'avoir un rapport sexuel au taf. Ça veut pas dire que son taf n'existe que pour ça. Ça veut dire que tous les éléments de la vie peuvent être mêlés à un imaginaire sexuel. C'est pareil pour les transitions, c'est pareil pour les trans. Bah oui, leur vie se mêle à un imaginaire sexuel aussi, donc voilà, et puis c'est une découverte de soi. Et du coup, des jeunes trans qui peuvent avoir un peu un imaginaire obsessif autour de la féminité ou de la masculinité au début, moi j'ai envie de dire que c'est normal. C'est normal parce que c'est une découverte. Et puis c'est quelque chose qui finit par passer. Parole de meuf trans qui a 7 ans de transition. Moi, au début, les premiers rapports sexuels que j'avais, j'étais une planche à pain. Hein. Que je me disais que c'était ça, la féminité aussi. C'était en mode, c'est un mec qui va me passer dessus, c'est lui qui fait des trucs. Moi, je suis en mode comme ça. Allez, vas-y, fais-moi des trucs, quoi. Et après, j'ai grandi et je me rends compte que c'est pas ça, la réalité. Mais c'est évident que tu passes par là. Mais de la même manière que des ados qui matent du porno et qui ont jamais eu de rapport, quand ils se retrouvent face à une meuf ou un mec, ils ont l'impression qu'ils doivent absolument mimer tout ce qui doit être fait. Et du coup, leur rapport, il est pas naturel. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que prendre du plaisir ou se soucier du plaisir du ou de la partenaire. Ils sont vraiment dans cette performance et tout ça. Bon, après, c'est inégal entre meuf et mec, mais bref. Une enquête. Étoile de mer. Oui, je sais pas, je dis planche à pain. Étoile de mer, ouais. Pardon. Mais vous avez bien vu, en réalité, il y a plein d'histoires inventées, il y a toutes sortes de choses fausses, de la désinformation. Bref, c'est un torchon transphobe. Transmania est un torchon transphobe, mais aussi un torchon homophobe, parsemé d'injures et d'appels à la haine. C'est en tout cas ce que dénonce l'association SOS Homophobie. Bah oui, parce que au travers comment dire, au travers de cet imaginaire sexuel de ah là là, je suis une petite salope, je peux prendre des queues, nanana. Mais en fait, tu ne touches pas qu'à la transidentité. C'est un imaginaire homosexuel aussi. Un imaginaire un peu de folle, en quelque sorte. Enfin, le truc comme ça. Mais donc, tu t'attaques, en fait, au rôle du passif. Tu t'attaques au bottom, en fait. Tu t'attaques au bottom et à leur potentiel imaginaire et surtout leur fierté d'être des bottoms. Mais du coup, ça veut dire que tu comprends pas grand-chose à l'homosexualité. Voilà. Alors, désolé. Ce que ça révèle de leur imaginaire, c'est qu'elles ont un imaginaire très mask for mask. T'es homosexuel, mais garde bien ça pour toi. Ne montre pas quels sont tes fantasmes, quels sont ton imaginaire sexuel, parce que voilà, quoi. Mais dans ce cas-là, bon. Par rapport à ce qu'elles se prétendent faire, c'est clairement homophobe, quoi. Qui a annoncé qu'elle allait porter plainte contre les deux autrices. Ces allégations... Bien sûr que les hétéros, ils ont ce genre de fantasme. Ça devient à la mode, le pegging, là. Les mecs qui veulent se faire enculer par leur compagne, je sais pas, ça arrive. Hein. Les actions ont été prises au sérieux par l'équipe d'Anne Hidalgo et celle de Grégory Doucet parce qu'à Lyon et à Paris, les affiches de promo du livre ont été retirées de l'affichage public. Voilà de quel livre on parle. Ok, bon ça c'est clair. Maintenant, comment ce livre a été reçu dans les grands médias? Alors déjà, on peut vous dire que les deux autrices ont été très reçues, hein, surtout pour un livre aussi faible, édité par une petite maison d'édition d'extrême droite. La couverture médiatique est exceptionnelle. Transmania enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre aux éditions Magnus, coécrit donc par vous-même avec Marguerite Stern, près de 350 pages dans lesquelles vous montrez témoignages 350 hein. Wow. À l'appui comment l'idéologie transgenre a pénétré en profondeur dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans notre société. Vous dénoncez Moi, ça m'intéresse. À la limite, toute la partie pamphlet, imaginaire sexuel, c'est bien d'en parler pour essayer de vous expliquer des choses. Mais moi, à la limite, j'ai envie de... La partie sur ce qui se passe à l'école, ça m'intéresse. J'ai envie de voir à quoi elle s'attaque. Est-ce que c'est clairement tout ce qui est lié à l'éducation sexuelle et tout ça? Alors en fait, moi, je suis désolé, je vais reprendre l'argument Michou. Le problème avec l'éducation sexuelle, c'est vous en voulez pas dans les écoles parce que vous avez peur que ça pervertisse les enfants, ok. Mais tu te retrouves avec des Michous qui savent pas décaloter alors qu'ils ont 24 ans, quoi. Je sais plus quel âge il a Michou, mais bref. Vous voyez le problème? Enfin bref. Scandale à la fois sanitaire et social. En plus, elles sont deux, donc elles peuvent couvrir beaucoup de plateaux. Un coup, ça va être Dora Muto, un coup, ça va être Marguerite Stern. Transmania. Marguerite Stern est avec nous, bonjour. Enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre que vous dénoncez. Et puis des fois, c'est les deux en même temps, hein. Allons-y, de toute façon, c'est le même prix. Marguerite Stern,
bonjour. Bonjour. Dora Muto, bonjour. Vous avez co-signé cette enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'appelle Transmania. Bon, alors on va vous les présenter, ces deux influences. Mais en fait, c'est... Ouais, vraiment, moi, ce que je me demande, c'est... L'idéologie transgenre Sur tous les plateaux, ça va, Dora Muto, elle se met bien. qui s'appelle Genre, je sais pas, elle est dans son cosplay de princesse Disney, là, à chaque fois, là. Transmania. Bon, alors on va... Mais pourquoi, sur cette putain d'interview, on dirait qu'elle sort de garde à vue? Genre, je ne comprends pas pourquoi cette interview du Figaro, elle sort de garde à vue, quoi. Genre, je sais pas, elle a le rythme de vie de Kameto, elle a dû se lever un matin, c'était trop pour elle, on dirait. Vous les présenter, ces deux influenceuses. Marguerite Stern et Dora Muto ne sortent pas de nulle part. En fait, ça fait des années qu'elles essaient de percer, qu'elles sont attirées par la lumière et les caméras. Marguerite Stern s'est d'abord fait connaître dans les années 2010 pour avoir fait partie du groupe féministe Femen et avoir mené différentes actions. Voilà, petite archive de son interview sur RMC en 2013 avec un Alain Marchal déjà en pleine crise d'islamophobie. L'islam est l'ennemi de la femme? L'islam est l'ennemi de... Toutes les religions sont les ennemis... Non mais là ma question c'était l'islam. L'islam y compris. Là déjà c'est Wow. marrant parce que vous voyez l'extrait il date, hein. Ce sont pas des novices. Marguerite Stern elle est là depuis longtemps, elle connaît les médias, elle connaît les plateaux télé. Elle sait comment on parle aux journalistes. Elle sait ce qui va les intéresser. Ça fait 10 ans qu'elle baigne là-dedans. Moi, je suis désolé, hein, mais tout le truc des Femen et tout ça, ça faisait peut-être du sens en Russie, mais chez nous, ça a rendu des gens, comment dire, antiféministes, hein. À l'époque de Soral, machin. Bon, après, Soral est très responsable de ça aussi. Mais l'image de voir des petites blanches un peu bourgeoises parisiennes qui, à chaque fois qu'il se passe un truc, veulent à tout prix se mettre seins nus pour hurler, là. Oui, bon. Est-ce que enfin, je veux dire, un peu de respect pour les meufs, quoi. Elles se réduisent pas qu'à ça. RMC, toujours une valeur depuis 10 ans. La Femen Elvire, elle a tourné Terre ou pas? Je sais pas. Il y a des chiffres de vente pour ce torchon. Alors, au niveau des chiffres de vente, information de la part d'un libraire, le bouquin apparemment n'est disponible que dans 9% des librairies en France, donc c'est très peu. Par contre, il est disponible dans des grosses librairies, donc Fnac et tout ça. Leurs bouquins, les militants les égarent un peu dans les rayons, donc ça les fait chier, mais elles peuvent pas trop s'en plaindre parce que voilà, hein, moi je vous ai donné la strat. Et 3000 ventes c'est très peu, hein. Pour vous dire, par exemple, 3000 ventes, c'est la moyenne des ventes de bandes dessinées en France. Sachant que les bandes dessinées se vendent bien moins que des bouquins d'essais politiques. Donc c'est un très mauvais score. Et on dit qu'il est top 1 sur Amazon, mais en fait, on avait vu ça en stream, quand tu scrolles pour essayer de les trouver, ils sont même pas dans le top 200 des ventes. Numéro 4 sur Amazon, j'ai vu tout à l'heure. Bah, ça pue. Parce que ça veut dire que là, on est même pas... On est à un mois de la publication du bouquin, il est déjà descendu au top 4 là. Pas terrible, hein. Mais ouais. C'est quoi la strat? Alors la strat, je vous la répète, mais je crois qu'Usul et Lumi vont en parler, ça me fait plaisir. La strat qu'on a d'un point de vue militant, c'est on ne fait pas de vagues, dans le sens où faire des jets de peinture ou faire des grandes scènes parce qu'il y a des bouquins en librairie, ça n'apporterait que des problèmes parce que vu qu'elles ont des comptes avec beaucoup d'abonnés et qu'elles ont une visibilité publique, si tu commences à faire ça, elles peuvent récupérer le truc et toi, ton action, elle va être juste utilisée pour qu'elles fassent de la pub et montrer que le bouquin attire les foudres des transactivistes en quelque sorte. Donc la strat que moi j'avais donnée et qui est la strat qui est un peu donnée en asso aussi, en tout cas chez moi, c'est si vous voyez les bouquins, égarez-les dans la Fnac. Genre vous en prenez un et vous le foutez au rayon jouets ou des trucs comme ça. Comme ça, les bouquins sont un peu éclatés partout. Il y en a de moins en moins qui sont au niveau du truc. Et voilà quoi. Normal que l'essentiel des ventes soit sur Amazon. Bah oui. Mais c'est aussi parce que les gens, ils ont honte. En fait, il faudrait pas se faire le parallèle avec les bouquins de Zemmour ou avec les bouquins de... Je sais pas moi, de... Qui d'autre que Zemmour qui peut être un peu touchy? Ces bouquins-là, quoi, en gros. Ou même des bouquins de Soral et tout ça. À mon avis, ça doit être le même phénomène. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventes en ligne parce que les gens, ils se chient un peu dessus dans l'idée d'aller en caisse avec le bouquin et voilà. De Hitler. Ah bah oui. C'est oui. Renaud Camus, ouais. Rochdy. Rochdy un peu moins parce que Rochdy, les gens savent moins qui c'est. Onfray Nolo. Ouais, pareil, les gens savent moins qui c'est aussi. Enfin si, ils savent qui c'est, mais c'est moins un problème. Alors que Zemmour, tu débarques à la caisse avec un bouquin de Zemmour, bon voilà, si t'as une meuf ou un mec en face de toi qui l'aime pas, il te regarde quoi, tu vois. Déplacer, ça change vraiment? Oui. Parce qu'en gros, pour vous expliquer le fonctionnement d'une Fnac,
il y a plein d'employés, mais il y a un employé qui est chargé du rayonnage. Donc c'est cet employé-là qui a la charge de mettre des bouquins à un endroit et de savoir où ils se trouvent et de savoir combien il en a mis pour que ça se vende. Si les bouquins sont éclatés dans plein d'endroits différents de la FNAC, la personne en charge, déjà, elle va pas passer son temps à aller partout dans la FNAC pour les trouver, parce que c'est pas son taf, elle doit rester sur place parce qu'elle s'occupe de vendre des bouquins et non pas d'aller chercher des bouquins partout dans la FNAC. Et les autres employés qui sont chargés des autres rayons ne vont pas forcément se déplacer pour aller remettre les bouquins là où ils devraient, parce que, spoiler, ils sont aussi en charge d'un rayon, donc ils sont censés vendre. Donc globalement, quand t'égares un bouquin, il y a des chances que pendant un moment, le bouquin ne retrouve pas sa place, parce que ça fait chier les employés d'aller les ramener et tout. Donc ça marche. Pour peu que ce soit un allié, ça fera pas du zèle à les remettre. Oui, voilà, par exemple aussi. Le mec en charge, il risque pas de se faire engueuler. Non. En vrai, non. Il y peut rien, c'est pas de sa faute. Tu mets au rayon philo là où personne ne va pour les cacher. Non, tu le changes de rayon. Tu le mets derrière une pile de BD ou un truc comme ça. Parce qu'après sa période fémène, elle va avoir sa période collage. Vous savez, ces messages collés dans les rues pour dénoncer les violences faites aux femmes. Mais ça, c'est une technique que vous pouvez faire avec tous les bouquins. Hein. Elle va avoir sa période collage. Vous savez, ces messages collés dans les rues pour dénoncer... Ou alors, plus radical, c'est pas de les mettre dans un autre rayon, c'est de les glisser sous les armoires. Bon, là, c'est un peu plus flag quand même. Parce que si vous faites ça, l'employé, il va peut-être vous dire « Oula, t'es en train de faire quoi là ?» Alors que si tu prends le bouquin, si t'en prends 2 ou 3 sous ton épaule et que tu te barres dans un autre rayon et que tu les poses, il n'y a pas de problème. Mais les mettre sous les armoires, c'est plus flag. Sa période fémène, elle va avoir sa période collage. Vous savez les brûler. Bah oui, tu veux qu'elle fasse un tweet qui fasse plusieurs milliers de likes parce que t'as brûlé des bouquins. Pas une bonne idée, ça. Ces messages collés dans les rues pour dénoncer les violences faites aux femmes. Stern dit partout que c'est elle qui a inventé ça, que c'était son truc à elle. En tout cas, une chose est sûre, en 2019, beaucoup de monde collait des trucs dans la rue. Mais sur le plateau de France 5, c'est elle qui était invitée. Militante féministe passée par Femen France, vous vous mobilisez depuis début septembre avec ces séances de collage tous les jours pour alerter sur les féminicides. Alors elle, pour expliquer son virage transphobe, elle raconte qu'au moment où elle faisait des collages sur les féminicides, il y avait d'autres femmes qui avaient l'outrecuidance d'utiliser le même mode opératoire, mais avec des slogans pour les femmes trans. Et alors ça, c'était pas possible. Trop inclusif, là. Alors que ça se tient, les femmes trans sont particulièrement surexposées aux violences, aux agressions. Mais pour Marguerite Stern, c'était insupportable parce que pour elle, les femmes trans ne sont pas des femmes. Et c'est ça qui va la rapprocher de Dora Muto aux alentours. Oui, ça c'est toujours le discours de dire, au final, ça concerne les trans et pas les femmes. Genre au début, leur discours un peu mesuré, ça a été de dire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'être full transphobe, leur discours, ça a été de dire, non. Parce que les femmes trans, ce que vous mangez comme agression dans la rue, c'est de la transphobie. Mais les gens vous perçoivent pas comme des femmes. Les gens vous perçoivent comme des trans. Donc c'est de la transphobie, c'est pas du sexisme. Alors que non, c'est plus complexe que ça. Effectivement, quand t'as pas trop de passing, tu vas te taper plutôt de la transphobie. Mais quand t'es une femme trans, ça va être aussi mêlé à de l'homophobie. Mais après, quand t'es une femme trans qui a du passing, tu te tapes comme les femmes, tu te tapes du sexisme. Mais en plus de ça, si ça va plus loin, tu te tapes de la transphobie derrière. Enfin, je sais pas, prenez l'exemple par exemple d'une femme trans qui est dans la rue, on voit que c'est une femme, il n'y a pas de souci. Elle se tape du sexisme. Si elle ouvre, si elle a une voix masculine, d'un coup elle se tape de la transphobie. Ou alors, je sais pas moi par exemple, pour vous donner un exemple, moi, plusieurs fois, je me suis déjà fait draguer dans la rue, voire même des fois, je me suis fait draguer et le mec me plaisait et j'étais en mode mais je peux pas aller plus loin en fait. Parce que c'est juste une drague de rue. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce gars. Si ce gars-là, je lui dis putain, en fait, vas-y, on se donne rendez-vous, quand est-ce que je lui explique que je suis une meuf trans? Et qu'il y a peut-être, dans le Kinder Surprise, il y a un cadeau auquel il s'attend pas, en quelque sorte. Quand est-ce que tu expliques ça? Et comment tu sais la réaction qu'elle va avoir ce gars? Ce gars, il va peut-être être violent, en fait. Parce que pour lui, c'est too much. Il a vu une belle meuf dans la rue, il l'a draguée, et il se sent perverti par le fait qu'elle a une queue. Enfin, vous comprenez un peu tout le truc? Genre, du coup, c'est complexe comme situation. Mais du coup, évidemment, bien sûr qu'on se tape du sexisme. Évidemment. Alors, l'habit fait le moine, hein, désolé, mais... Tour de 2020 qui a... Askif, ça drague au kebab. Ah oui, plusieurs fois, moi.
Ah oui, oui. À peu près la Le maître kebabier m'a demandé plusieurs fois si j'étais marié, bien sûr. ne sont pas des femmes. Et c'est ça qui va la rapprocher de Dora Muto aux alentours de 2020, qui a à peu près la même origin story. Elle aussi, c'était une influenceuse connue à ce moment-là pour une activité féministe, en l'occurrence le compte Instagram Tajoui. Et elle aussi, on lui a reproché de ne pas inclure les femmes trans, ce que Dora Muto ne comptait pas faire du tout. Donc voilà, Dora Muto, c'est une journaliste à la base, qui a été rédactrice en chef adjointe de Combini, quand même. Donc vous voyez, Faut pas l'oublier. les deux ont un peu la même histoire, et puis elles ont surtout une connaissance assez fine des médias. C'est ça qui va faire leur force, en fait. Et elles vont vite comprendre. L'épicier qui te tape la bise alors que t'as rien demandé. Ah, moi, on m'a jamais fait ça. C'est une dinguerie quand même. Genre, c'est bizarre. Un commerçant qui te tape la bise. Puis elles ont surtout une connaissance assez fine des médias. C'est ça qui va faire leur force, en fait. Et elles vont vite comprendre que la transphobie est un créneau porteur. Puis de toute façon, les mouvements Maître kebabier, pas sûr qu'il soit transcompatible. Ouah, dosez les gens. Dosez, hein. Moi, je vous jure que j'ai eu plus de problèmes. En fait, j'ai eu plus de bugs mentaux de la part d'un lore un peu chrétien catho de familial que mes anciens potes de banlieue à qui je l'ai dit. Et globalement, ils étaient en mode bon, bah ok, c'est vrai que c'est au calme, genre fais ta vie, tu vois. Ils s'en foutent un peu. Hein. féministes ne veulent plus d'elles. Progressivement, la Au pire, ils te captent moins parce que du coup, t'es une personne trop différente à leurs yeux. Et plus que ce qui s'est passé. Mais je veux dire, on a vécu tellement de choses ensemble, ils vont pas se mettre à me taper dessus non plus, quoi. La violence de leurs attaques contre les personnes trans choque les milieux militants. Moi, je me rappelle, hein, moi, un de mes potes, quand j'étais au lycée, je faisais du rap très souvent avec un pote qui s'appelait Mehdi. Et on était, voilà, on était comme ça, on se voyait beaucoup. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de lui dire, parce que j'avais peur un peu de sa réaction. Franchement, ça a été un des gars les plus chill avec ça. Il était en mode, ouais, chill. Je lui ai montré une photo, il était en mode, oh, en plus, ouais, t'es bien dans ta peau, ça se voit. Voilà, ça s'est arrêté là. Alors que justement, moi, c'était un mec où ça me perturbait le plus, parce que vu qu'on a fait du rap ensemble, on était là à traîner sur des parkings avec sa bande de potes, à faire les bandeurs de masculinité, à être en mode, enfin, à faire les flexeurs un peu. Donc moi, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un imaginaire où ça va pas coller. Mais c'est mes propres préjugés, en fait. Parce que évidemment, je me suis dit, c'est un mec arabe, il est dans une certaine masculinité. En plus, il est préparateur sportif. Donc il est là, il est buff, il est un peu tartare. Je me suis dit que ça passerait pas. Hein. En vrai, c'est une crème. Une crème. Faudrait que je le revoie, mais disons. Mais à l'inverse, elles voient que le champ médiatique, lui, peut recevoir leurs paroles, veut écouter leurs histoires. C'est donc là-dessus qu'elles vont miser. D'abord, elles tâtonnent, elles tweetent, elles font des stories, elles signent des tribunes et elles finissent par se voir accorder quelques entretiens. Les médias d'extrême droite comprennent assez vite que ces deux femmes ont du potentiel et que la question trans peut passionner leur public. Moi, mon dealer m'a dit bisous en partant. Ah, moi, pour le coup, mon dealer, c'était mon pote. Quand j'allais pécho, ça finissait pendant 1 heure à se poser dans un parc et à discuter de tout et de rien. C'était vraiment mon pote, quoi. Depuis des années, j'allais le voir. Bon, j'avoue que quand il a été me vendre un truc et que je commençais à avoir un peu des seins et qu'il voyait que j'étais dans un truc d'androgynie, là, quand j'étais à quelques mois de transition, ouais. Après, il m'a plus trop répondu, quoi. Et après, de toute façon, j'ai arrêté de fumer, donc tant pis. Mais ouais, lui, ça l'a perturbé. Et elles finissent par se voir accorder quelques entretiens. Les médias d'extrême droite comprennent assez vite que ces deux femmes ont du potentiel et que la question trans peut passionner leur public. Il y a moins d'1 an, bien avant la sortie du bouquin, Marguerite Stern était déjà reçue dans le fauteuil de Livre Noir, un média zémoriste. Marguerite Stern, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Livre Noir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour un entretien qui, il faut le dire, risque de faire couler beaucoup d'encre. Dans ces médias-là, l'obsession de Stern pour les personnes trans est perçue comme une aubaine. Ça permet de déringardiser une panique qui avait eu beaucoup de succès il y a quelques années, celle sur la théorie du genre. Mais en fait, c'est ça aussi qu'il faut noter. C'est que très souvent, dans l'analyse qu'on fait un peu des sujets polémiques à l'extrême droite, bien évidemment, l'islamophobie, le racisme et tout ça, c'est ce qui prend la majorité du temps, hein. D'ailleurs, désolé les trans, hein, moi je vous adore et tout ça, les queers. Hein. Mais vous n'êtes pas l'épicentre de la violence dans ce pays, hein, certainement pas. Hein. C'est plus subversif d'être un mec de quartier, d'être noir ou arabe, que d'être queer hein, à un certain stade. Bon bref, voilà, c'est tout. Mais après, faites avec, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime à vous sentir en danger. Vous l'êtes, pour beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire lutte commune aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus dans la vidéo, c'est qu'il ne faut pas oublier que
c'est pas seulement l'extrême droite qui entretient un débat sur les trans. C'est que c'est quelque chose qui leur est vendu sur un plateau par certaines personnalités, dont Dora Muto, Marguerite Stern, mais il y a aussi Céline Masson, il y a aussi Caroline Eliachev et tout ça. Ce sont des personnalités qui construisent un business. C'est pas juste l'extrême droite, une entité qui, quand elle a rien sous la dent, se met à parler de transidentité. Non, il faut qu'on lui apporte sur un plateau des sujets dont elle peut parler. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font carrière là-dessus, comme Dora Muto ou Stern. Elles savent très bien que quand on se fait chier, quand il faut apporter un nouveau sujet à mettre sur la table, hop, elles reviennent sur les plateaux et voilà, c'est un business. Hein. Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas des personnalités qui se structuraient comme étant des porte-parole de ce discours un peu conservateur sur la transidentité, bah peut-être qu'en fait on en parlerait moins sur les plateaux. Donc ce qui est important, c'est que c'est pas juste l'extrême droite qui en parle, c'est elles qui réactivent le fait d'en parler. Parce que c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie aussi. C'est comme ça qu'elles ont la... Voilà quoi. C'est comme ça qu'elles ont de la lumière. C'est comme ça que la lumière est sur Sevran. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils arrivent à faire des liens entre les trans et les musulmans arabes. Il y a une créativité dans le racisme qui est quand même incroyable. Oui, parce qu'ils comprennent pas... déjà, je pense, les réactionnaires, ils comprennent pas qu'il peut y avoir certaines solidarités entre des queers et des luttes antiracistes. Ils comprennent pas ça. Parce que dans leur imaginaire, les deux se confrontent totalement. Je veux dire, quand leur imaginaire, c'est qu'on balance des homosexuels depuis des immeubles avec Daesh, ils comprennent pas que il peut y avoir des mecs de quartier et des queers qui s'entendent, tu vois. L'équipe, ça veut dire quoi, conservateur? Conservateur, c'est simple, ça veut dire vouloir une société du passé ou ne pas être contre le progrès social, être contre-révolutionnaire. Et révolution, non pas au sens de on va dans la rue avec des fourches et des torches. Hein. Une révolution, par exemple, c'est MeToo. Genre, les meufs, elles se mettent à parler du fait qu'elles se font agresser sur les réseaux. Bah, quand t'es contre ça, quand tu vas avoir un discours du type « Oh là là, on était quand même bien avant » ou voilà, globalement, on n'arrêtait pas... on parlait pas de toutes ces choses-là et la société fonctionnait normalement, bah, c'est un discours conservateur. Discours conservateur, par exemple, c'est de dire bah, je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre genre, ça me manque quand la France était blanche. Bah, c'est un discours conservateur, tu vois. Garder le modèle de pouvoir en place, oui, voilà. Ou alors de revenir à un modèle ancien, ou à une idée d'un modèle ancien. Quand Zemmour ou l'extrême droite parlent de la France des années 60, ils te montrent des images en noir et blanc avec des gens qui ont des chapeaux et ils te disent que c'est vraiment le must. C'était l'époque où la France était à son apogée. Bon, et ça, c'est conservateur aussi. Quand bien même, ça ne conserve rien, parce que c'est un imaginaire fantasmé de l'époque. Je veux dire, à l'époque, il y avait aussi les blonds ou noirs, il y avait de la criminalité, il y avait les hippies, les beatniks, enfin bref. La droite la plus radicale, la Manif pour tous avait été un grand moment. Leur combat contre le mariage pour tous et les ABC de l'égalité avaient permis aux cathos tradis de retrouver un peu de souffle. Sauf que ce combat avait été un combat perdu, finalement. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile, même à l'extrême droite, de faire campagne ouvertement contre les droits des homosexuels. Les temps changent, Pour servir la bourgeoisie. Bah, en fait, la bourgeoisie, elle n'est pas forcément conservatrice. Moi, je dirais qu'il y a une part des bourgeois, ils sont conservateurs, parce que c'est plus simple de garder un système en place, parce que le business tourne sur ce système en place. Mais après, les bourgeois créatifs, ils aiment bien le progrès, parce que ça les challenge, et que ça ouvre des nouveaux marchés. Genre les bourgeois les moins bêtes, les requins de la finance, parce que souvent c'est des requins de la finance un petit peu, ils savent très bien que le progrès social, c'est aussi l'ouverture de nouveaux marchés. Genre le greenwashing, le bigwashing, tu peux très bien réussir tu peux réussir à tirer tes cartes, je sais pas moi, en faisant une série Netflix qui parle de LGBT et elle vend bien, etc., etc. Alors que bah oui, il y a une bourgeoisie qui préfère être conservatrice parce que c'est pas dans ses intérêts que le monde évolue. C'est mieux de rester avec le petit business à papa, les choses ne bougent pas et tout ça. Les bourgeois sont plus conservateurs sur l'économie. Bah, comment dire? En général, oui. Parce que c'est quand même beaucoup d'efforts de devoir être innovant. D'être un investisseur innovant, en quelque sorte. C'est quand même chiant, quoi. On doit se prendre la tête. Alors que quand on peut se contenter de faire tourner une usine, de faire tourner un business, et que les choses ne changent pas, bah, c'est bien pour un bourgeois. Il n'a pas à se casser la tête. C'est presque comme une rente, en fait. Il n'a pas besoin de se creuser la tête à se dire mais comment on va faire pour s'adapter au marché et tout ça. Oussama Hamar versus Bolloré. Bah oui, et en même temps Bolloré c'est un peu... En fait c'est un gros conservateur parce que lui il souhaite que ça reste précisément parce que son business d'ailleurs tient sur la France-Afrique.
Donc évidemment qu'il a envie d'être conservateur et tout ça, par exemple. Mais Bolloré, il est pas non plus bête, quoi. Il a toute une flopée aussi de conseillers qui l'aident à évoluer du point de vue du business. Hein. Bolloré, c'est vrai qu'il vit avec son temps, mais il joue un jeu conservateur. Mais il innove. On peut pas dire que Bolloré n'innove pas. Il innove dans son conservatisme, mais c'est quand même innovateur, bref. C'est dur de rester riche aussi sans exploiter les autres. Bah, c'est la condition première. Relire Marx, oui. L'extrême droite de faire campagne ouvertement contre les droits des homosexuels. Les temps changent, l'extrême droite aussi, certains de ces cadres assument maintenant publiquement leur homosexualité. Il fallait donc trouver un nouvel angle si on voulait pouvoir continuer à défendre les valeurs traditionnelles, la famille, et pouvoir continuer à attaquer les féministes et le mouvement LGBTI+. Et c'est ça que Stern et Moutot leur offrent de bon cœur sur un plateau. Grâce à leur délire transphobe, les fachos peuvent réactiver à peu de frais leur fameuse panique sur la théorie du genre. Vous vous souvenez de la théorie du genre ? Cette théorie qui dit qu'il n'y a plus de filles. Oui, à l'époque, là. Il n'y a plus de garçons. On va même empêcher les garçons de devenir des garçons. D'ailleurs, il ne faut plus qu'ils jouent avec des soldats. Maintenant, il faut qu'ils jouent avec des poupées. Mais après, à la base, la théorie du genre, c'était pas juste ça. Hein. À l'époque, il y a longtemps, dans les années 2010, quand on a commencé en France à parler de théorie de genre, en fait, c'était surtout lié à, par exemple, la notion de patriarcat, qui commençait à arriver dans le langage. Et du coup, oui, c'était Butler, mais c'était pas que ça, en fait. Ça a été surtout lié à l'arrivée des traductions de Butler en France. Mais je me souviens que le débat, il portait aussi principalement sur le féminisme et sur des notions de féminisme radical comme patriarcat. De souvenirs, en tout cas, surtout aussi. Il faut que les filles jouent avec des camions. Puis les camions, maintenant, ils sont roses. Enfin, on n'y comprend plus rien. Oui, voilà, en fait, c'était plus lié à un discours féministe sur pourquoi les petits garçons, on leur apprend à être des mecs et pourquoi les petites filles, on leur apprend à être des petites filles faibles. C'est plus lié à ça. Mais en soi, à l'époque, on parlait pas non plus tant que ça de transidentité ou d'homosexualité. Ou alors, si, on disait que ça allait féminiser les petits garçons ou des choses comme ça. Mais on n'en était pas encore sur un discours transphobe tant que ça. En vrai. Ça vient d'avant les milieux de la recherche et militants. Ouais, donc ça vient d'avant dans les milieux de la recherche et militants. De quoi? Je comprends pas. Après Stern et Moutot, elles ont vraiment rétabli et réhabilité toutes les normes de genre que les féministes cherchent à déconstruire de base. Oui, bon, après... Bref. Oui. Tout est sans dessus-dessous. C'est pas les pires. C'est la théorie du genre, voilà. C'est pas beaucoup plus clair que ça pour eux dans leur tête, mais c'est la base, ça. En gros, la théorie du genre, elle consiste à considérer quoi? Que notre sexualité est un asservissement et que donc, il faut s'en libérer. Et expliquer à un petit garçon qu'en réalité c'est pas nécessairement un petit garçon et à une petite fille que c'est pas nécessairement une petite fille. Et donc ces derniers temps, la droite revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire ces histoires de corruption de la jeunesse, là, vous savez, qu'on force nos enfants à devenir gays dès la maternelle, hein, c'est connu ça maintenant. Sauf que de nos jours, en plus, il y a des drag queens. Voilà. Pour corrompre la jeunesse. L'extrait suivant provient du plateau de Morandini, donc autant dire un expert sur la question. Accrochez-vous. Oh putain. Mais déjà, pourquoi ce mec-là n'est... Dès la maternelle, on leur fait lire des romans comme Princesse Kevin, qui est un livre où on a un petit garçon qui se travestit, où on explique que c'est bien, il a le droit de se sentir petite fille et de vouloir... Elles ont quel âge ma petite, là, elle avait 5 ans. À 5 ans, on lui fait... C'est un bouquin pour enfants, gros. Ouais, on était en maternelle. Hein, les bouquins pour enfants, il y a des bibliothécaires qui les lisent à des enfants, mais globalement, personne les achète. C'est bon. Après, quoique, c'est quand même un business. Hein. Moi, les gens, je vous dis, si jamais vous voulez travailler dans le milieu littéraire, commencez par faire des trucs pour les enfants. Comme ça, vous faites de la thune et puis ensuite, vous faites d'autres trucs. Section de maternelle. Ah, les enfants, ils peuvent dormir dans les rues, ils peuvent se faire agresser sexuellement par leur oncle. La droite n'en a rien à branler. Par contre, pour dénoncer les dangers du wokisme, alors là, on ressort les enfants. Ouais. Là, ça redevient une priorité. Ou les vaccins aussi, les vaccins sur les enfants, tu te rappelles aussi. Mais bon, voilà, la droite sait quand il faut se servir des enfants. C'est un classique qu'on commence à connaître par cœur. Bien entendu, Stern et Moutot en font des caisses là-dessus. On pourrait se dire que les ficelles sont un peu grosses, mais non, ça marche toujours. On peut manipuler les enfants... utiliser la figure de l'enfant comme ça, parce qu'on les pense pas comme des sujets, mais comme des objets. Merci Jean-Paul Roux. Je dis que les enfants trans, en fait, ils peuvent pas s'être mis ça dans la tête tout seuls. Sous influence. Ils sont sous influence. Oui, puis après, on parle de la liberté des enfants. En fait, très souvent, l'argument qui est invoqué, c'est ça, c'est laisser nos enfants tranquilles. Mais en fait, c'est contradictoire avec leur imaginaire. Parce que, précisément, par ce biais de « Ah là là, il faut surtout pas que nos enfants soient exposés à des trans, à des homos et tout ça »,
Bah, leur imaginaire, c'est qu'un enfant, tu dois le tenir comme ça, quoi. L'enfant, tu dois le tenir. Tu dois être là, son éducation, tu la tiens de bout en bout. Tu dois le contrôler. C'est toi, tu dois lui mettre un truc dans la tête. Tu dois contrôler tout ça, c'est hyper important. L'enfant, c'est une page blanche et c'est toi qui l'écris en tant que parent. C'est comme ça qu'il voit le truc. Il voit pas le truc comme un enfant émancipé qui se construit grâce à ses parents, mais se construit grâce à ses expériences. Il voit pas le truc comme ça du tout. Donc quand ils ont un discours de laisser nos enfants tranquilles, laissez-leur être libres, vous leur mettez des trucs dans la tête, mais c'est précisément parce qu'ils savent que leur manière de percevoir l'éducation de leurs enfants, c'est de leur mettre des trucs dans la tête. C'est juste qu'ils veulent pas que ces trucs-là soient dans leur tête. Ils veulent que ça soit eux qui mettent les trucs dans la tête de leur enfant, en quelque sorte. Après, c'est une vision de l'éducation qui est très répandue, hein. Mais particulièrement chez des conservateurs ou chez des gens de droite et tout ça, là, bah c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tu réfléchis l'éducation. C'est beaucoup de contrôle, en quelque sorte. Tu dois contrôler l'enfant. Il faut à tout prix, enfin, c'est hyper important qu'il te ressemble, en fait. Parce que sinon, c'est horrible. T'as un enfant qui t'est étranger. Et c'est une crise, hein, pour les parents. Après, je comprends qu'ils deviennent fous quand il y a des transitions. Ils se disent qu'ils ont mal éduqué leur enfant. Parce que toute leur vie, ils ont pensé qu'ils étaient capables de concevoir l'enfant comme étant un être qui leur ressemble. Ce qui est vrai, mais ce qui a certaines limites. Une amie autrice de BT a été censurée lors d'une lecture en bibliothèque par le maire, car son livre parlait du fait que les filles pouvaient avoir des poils. Ok. Waouh. Lors de tractages sur l'augmentation des tarifs municipaux, les parents préféraient nous parler de leur peur de l'éducation sexuelle plutôt que des tarifs qui allaient faire du x2. Bah ouais, c'est... Ouais. Attendez, je vais chercher de l'eau. De toute façon, l'extrême droite, baisse tellement les gens, hein. Avec leur fond de... C'est des ultra-libéraux qui baissent tout le monde sur des paniques réactionnaires. Ouais. De leurs parents ou d'une société en plein délire transgenre. Ou même sous l'influence d'un lobby. LGBT, transgenre, satanique. Vous choisissez. Le discours est connu, c'est du vu et du revu. Mais lâcher un peu les homosexuels pour s'attaquer aux personnes trans, ça change, c'est nouveau, ça plaît. Ça plaît par exemple à Philippe de Villiers, énorme fan de Marguerite Stern et Dora Muto, évidemment. Elles, qu'est-ce qu'elles disent pour résumer Philippe de Villiers. Leur position et leur livre, qui est magnifique, que j'invite à lire. Elles disent... Magnifique, mais c'est pas le mot. Genre, c'est trop bizarre de dire magnifique pour un bouquin où ça parle de branlette sur des plugs, là. Leur position et leur livre, qui est magnifique, que j'invite à lire. Puis en plus, les bourgeois. Moi, je trouve que ça va, quoi. Moi, je trouve... Alors, c'est les premiers à finir dans des espèces de clubs libertins étranges, là, à se taper des escortes pour leur demander de se faire pisser dessus, et c'est bon. Ils disent, si jamais le transgenrisme et le transhumanisme aboutit, alors cet aboutissement marquera la fin de l'être humain tel que nous le connaissons. C'est la destruction de la famille et donc de l'espèce humaine tout entière. Mais oui, mais carrément, mais la destruction de l'humanité, la fin de l'espèce, le Big Bang dans l'inverse du Big Bang, celui de la fin. Mais en tout cas, vous voyez, il y a un public pour leurs bouquins. Et leur public, c'est celui des médias d'extrême droite. Donc c'est normal qu'elles y soient invitées. C'est donc tout naturellement dans ces médias que nos deux influenceuses vont faire campagne. Sur Internet d'abord, chez Boulevard Voltaire, Omerta, Livre Noir, Front Populaire. Puis finalement, assez vite, dans des médias de droite plus importants, plus respectables, Le Figaro, Europe 1, Sud Radio, RMC, CNews et j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, moi, ce que je me dis toujours du point de vue de l'extrême droite et tout ça, c'est que les queers, c'est en fait les homosexuels surtout, les trans potentiellement, c'est un truc qui peut être récupérable. Mais jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir et globalement, ils se mettent à réfléchir à des politiques sur la natalité et du coup, ça dégage, quoi. En fait, c'est à la limite, ils peuvent produire des stratégies d'alliance et de discours, notamment racistes, pendant un temps, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, en fait, ils vont avoir une réflexion sur la natalité et les homosexuels et les trans, ça dégage, quoi. Parce qu'on veut faire du gosse, on veut faire du petit blanc. Ça fait 30 ans que c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde depuis longtemps. Tel que nous le connaissons, ça veut dire tel que... Ouah, c'est que le fumeux, bref.
La famille de Villiers, il y a des bails sombres, j'imagine. Mais ouais. Ouais. Merci Ravulsion. J'ai essayé de faire un discours, mais je me suis égaré, pardon. Pour ces médias-là, Stern et Moutot sont de bonnes clientes. Ce sont des femmes, jeunes, d'anciennes féministes. Pour taper sur les trans et les homos, ça passe quand même mieux que Philippe de Villiers. Elles sont présentées comme des prises de liste. On dirait pas son manteau, c'est... On dirait pas c'est des grandes lèvres, genre, est-ce qu'elle a fait exprès? En fait, on dirait pas... C'est une chatte, et elle, c'est un petit clito qui sort comme ça, là. Imagine ton clito, il a cette tête. Pour taper sur les trans et les homos, ça passe quand même mieux que Philippe de Villiers. Elles sont présentées comme des prises de guerre. Regardez, elles, les anciennes féministes, elles dénoncent les ravages de l'idéologie transgenre. Une idéologie qui fait du mal au féminisme. Justement, l'idéologie transgenre fait beaucoup de mal aux homosexuels et surtout aux lesbiennes. Oui, nous, on défend les lesbiennes. Voilà, et défendre les lesbiennes sur Valeurs Actuelles, c'est du jamais vu. Vous trouvez ça confus? C'est normal, c'est fait pour. L'influenceuse identitaire, Thaïs Descuffon, ne s'y trompe pas. Elle est ravie de s'être fait de nouvelles copines. Écoutez. Après tout, si même une fémène peut devenir une facho, c'est bien la preuve qu'en politique, la fatalité n'a décidément aucun sens. Alors, Stern et Moutot Mais tout ton contenu repose sur la fatalité des petits incels, là. C'est bon. Ne se définissent pas encore comme fachos, parce que justement, il faut continuer à entretenir la confusion. Oui, par contre, Stern, elle assume ses nouvelles fréquentations, hein, regardez. Thaïs qu'on recevra justement dans 2 semaines. Je sais. Vous savez. Oui, parce que je dîne avec elle tout à l'heure. Elle mange wow. avec Thaïs Descuffon, mais elle boit aussi des coups avec pas mal d'autres fachos, comme on peut le voir. C'est elle, là? Mais elle a fait un bronzage de zinzin, là. Putain, elle a un casque. Waouh. Elle a un casque Marshall de merde. Hein. Moi aussi, j'ai un casque Marshall de merde, mais c'est... Et les gens, faites des dons, comme ça je me rachète un casque. Regardez, j'ai le même casque. Est-ce que vous pouvez pas faire des dons pour que je change de casque? J'en ai marre d'avoir ce casque de raciste. Terrible, hein. J'en ai marre, hein. Non. Okay. Voir sur cette photo avec Mila au premier plan, mais sur laquelle... Éclaté ce casque. Mais il est pas ouf, hein. Oui, il faudrait que je m'en rachète. Hein. On reconnaît en arrière-plan Georges Jordi, passé par Livre Noir et Valeurs Actuelles, ou Teddy Boy RSA, un influenceur d'extrême droite tendance royaliste. Waouh, le gratin. Hein. Bref, Marguerite Stern s'adapte, s'intègre, elle s'intègre très vite même. Ce qui est devenu le féminisme aujourd'hui, quand je regarde ça, j'éprouve un mélange de honte. Tu veux quoi comme casque? J'en sais rien. Ça coûte pas très cher un casque en vrai, c'est... Moi je sais pas, c'est 100 balles, non? 150 De colère, de trahison. Elle leur dit vraiment tout ce qu'ils veulent entendre. Il est nul ce casque. Non, c'est pas qu'il est nul. Regardez. En fait, c'est pour ça que c'est vrai que j'en parle, j'ai envie de changer de casque, parce que regardez, vous allez me juger, hein. Désolé, mais c'est tout, hein, c'est la pauvreté, hein. Regardez l'état de mon casque. Je mets ça sur mes oreilles, hein. Je juge depuis le jour 1. Ah, gros. Faut que j'en rachète un, j'en peux plus. Changer la mousse. Même pas changer la mousse à ce stade, faut le brûler. Ça se nettoie. Ouais. Et même plus encore. Oui, même des trucs qu'on n'avait pas besoin d'entendre. Le féminisme et la gauche m'ont rendu moche et grosse. Ils n'en demandaient pas tant, par contre c'est vrai que c'est parfait cette figure de la personne de gauche qui se repent, qui dit que ben oui elle était bête à l'époque, mais que maintenant elle... Nettoyer c'est pour les pauvres. Laissez-moi tranquille, en vrai c'est crade de ouf. Non mais il y a même pas besoin de nettoyer, parce qu'en fait si je nettoie, il y a la mousse qui va partir avec. Il est défoncé le casque. Vu la lumière et elle va mieux. Il y en a pas mal des comme ça, hein, des ventoses, des cotards. Merci ici par ailleurs. Bon attendez, je me concentre sur la vidéo. C'est à l'époque, mais que maintenant elle a vu la lumière et elle va mieux. Il y en a pas mal des comme ça, hein, des ventoses, des cotaracs. En général, dans les médias d'extrême droite, on leur déroule le tapis rouge. Quand on met les pieds chez Livre Noir, on sait ce qu'on fait. Surtout quand on connaît les médias comme Marguerite Stern. Par contre, il faut donner quelques gages. C'est bien sympa ces histoires de transgenre, mais sur l'immigration aussi, il faut se positionner. Un peu de courage. Les féministes ont pour habitude de faire partie de ce qu'on appelle un peu le camp de la défense des minorités. Et aujourd'hui, parmi ces minorités, en tout cas en France, même si ces minorités deviennent de plus en plus majoritaires, il y a les immigrés. Ça m'amène à la question justement de l'immigration. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'immigration de masse... Waouh. En fait, ce discours de « aujourd'hui, il y a les immigrés », mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. De l'humanisme qui se souciait de ce qui se passait dans les colonies, jusqu'au communisme,
qui a été, rappel, hein, le communisme, de toute façon, il faut le rappeler, je pense, le communisme, désolé, mais c'est un prolongement de l'humanisme. Hein. C'est simple, quand tu vois que Marx s'est intéressé à la Révolution française pour écrire son truc, et que ensuite, c'est évidemment, en fait, le communisme est un aboutissement de l'humanisme français. Mais ça, les gens sont pas prêts quand même, en fait. Ils sont pas prêts, quand les éditorialistes de plateau, ils sont pas prêts à entendre ces choses-là, hein. La France des Lumières, bah, ça a donné le communisme, en fait. Ils n'ont pas compris ça, mais bon. Mais où est-ce que je vais en venir? Oui, les communistes avec l'internationalisme et tout ça, ouvriers, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ça a toujours été un sujet. Avant même le féminisme, avant même... est devenu un des principaux problèmes en France pour les femmes. On va vous mettre la réponse de Stern et vous allez voir qu'on a beaucoup de mal à croire qu'elle a été de gauche à une époque. Humanisme ou communisme, les deux ont échoué pour le moment. Bah oui, mais en même temps, c'est une lutte perpétuelle. Après, ça n'a pas échoué tant que ça. Regarde, quand tu vas dans un hôpital, t'as une carte vitale. On a quand même eu certaines victoires. Hein. De toute façon, spoiler, Marx, c'est pas un bandeur du grand soir. Hein. Marx, il dit que oui, effectivement, il y aura peut-être une révolution, mais ce qu'on appelle révolution, c'est une révolution au même sens que les féminismes parlent d'une révolution dans les esprits avec MeToo et tout ça. C'est quelque chose sur le long terme, ça se fait coup par coup, ça se fait loi par loi, ça se fait réforme pour réforme, et en fait, quand tu lis Marx, tu te rends compte qu'en fait, il est potentiellement assez réformiste. Hein. C'est pas Lénine, hein. Sachez distinguer Lénine de Marx. Hein. Marx, il est même plutôt réformiste, là où Lénine, il va te parler de dictature du prolétariat. C'est une autre manière de penser la mise en place d'un idéal communiste. On a dessiné la carte vitale sur le Reddit Place Pixel Wars, c'est ça l'héritage marxiste. Let's go, let's go, let's go. Ouais. Ça, les militants et militantes trans nous avaient prévenus depuis longtemps déjà. D'ailleurs, si on remonte encore plus loin, les fémènes avaient souvent été accusées d'islamophobie. Les meilleures idées étaient anards. Waouh. Et si on garde ça en tête... Je vais pas m'exprimer, je connais pas assez les anards, j'ai pas assez lu. On comprend un peu mieux, vous allez voir la réponse de Stern. J'ai un très gros problème avec la gauche qui dit que c'est raciste et qui va vous traiter d'islamophobe parce que vous dites que, en fait, quand on va dans ces quartiers-là en tant que femme... Engels, à la fin de sa vie, il a dit que la social-démocratie pouvait fonctionner. Mais oui, mais rappelle, mais ils ont quand même constaté que la commune s'est terminée dans le sang, en fait. Marx, à la base, il a dit aux communards, il leur a dit « Attention, vous n'avez pas les outils pour vous défendre, vous risquez de vous faire défoncer. » Et c'est arrivé. Et en même temps, il a apporté son total soutien, mais c'est tout. Parce que bah, c'est dur, en fait, d'atteindre un idéal. Des fois, c'est... En fait, le côté réformiste de Marx, il est précisément parce qu'il a peur que les gens se fassent tuer, en fait, tout simplement. Parce que c'est trop d'un coup. Il faut jouer pion par pion. Ce qui a donné le trotskisme. Hein. C'est-à-dire toute la stratégie de on pose des pions, on s'infiltre, politiquement on agit, on essaye d'avoir amélioration de la vie par amélioration de la vie des prolétaires, et puis voilà. Bref. Très gros problème avec la gauche qui dit que c'est raciste et qui va vous traiter d'islamophobe parce que vous dites que, en fait, quand on va dans ces quartiers-là en tant que femme, c'est pas uniquement inconfortable, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et en ce sens-là, je soutiens les actions du collectif Némésis. Je les trouve courageuses intellectuellement et physiquement. Ah, est-ce que ça, c'est nouveau? Physiquement? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je les trouve courageuses physiquement. Genre, Ou est-ce que chez elle, il y avait déjà une tolérance aux idées d'extrême droite qu'elle n'assumait pas complètement? On sait pas. Hein. En tout cas, maintenant, elle se lâche. J'ai même envie de dire qu'on a l'impression qu'elle s'épanouit. Injonction à inclure, prendre sous notre aile, là, et donc les hommes qui ont des goûts dits féminins, puis après aussi tous les handicapés, et puis après aussi tous les noirs, et puis et tous les trans, et puis après, en fait, tout le monde. Alors, tous ces gens souffrent, tout le monde souffre, voilà. Mais du coup, quand Dora Muto, elle parle de ses proutes, est-ce qu'elle devrait peut-être pas arrêter d'être féministe et de se servir de sa tribune pour parler de ses problèmes de proutes? Parce que c'est un handicap, le fait de faire des gros proutes, là. C'est un handicap qu'elle a. Elle a une sorte de problème gastrique. Et du coup, est-ce que parler de féminisme et de problème de proutes, c'est pas aller un peu trop loin? Parce que c'est pas le but, en fait. Elle souffre de son cul. Bah oui, mais du coup, c'est une lutte... Attends, Dora Muto fait une lutte intersectionnelle. Elle est à la fois féministe et à la fois, elle lutte pour la reconnaissance de ses problèmes gastriques. Ça devrait choquer Marguerite Stern à ce stade, parce que on n'est pas censé parler des handicapés.
Il y a un moment où la lutte féministe, elle peut pas être le réceptacle de toutes les autres. En fait, il y a un moment, ça suffit. Soyons honnêtes, il ne reste plus grand-chose de féministe chez Marguerite Stern et Dora Muto. Maintenant, les deux femmes n'hésitent pas, par exemple, à s'attaquer au planning familial ou à se montrer avec des personnalités anti-IVG comme Thierry Casasnovas, influenceur accusé de dérive sectaire. Et elles ont recours vraiment aujourd'hui aux mêmes méthodes. Et oui, Thierry Casasnovas, si vous ne connaissiez pas, à l'époque, elle a été justement, vu qu'elle avait des problèmes de prout, elle a été voir Thierry Casasnovas parce qu'elle voulait faire une retraite pour faire un régime, je sais pas comment là, où globalement tu mixes des fruits très chers dans un mixeur et tu te fais des smoothies et tu manges que ça là, espèce de régime paléo, je sais pas quoi. Elle a fait ça pour essayer d'arrêter d'avoir des proutes. Bon, globalement, je pense que ça a pas fonctionné. Mais... que l'extrême crudivore, ouais. Droite, hein. Les fake news, les histoires déformées, les théories du complot. Non, vraiment, la greffe a très bien pris. Parce qu'il y a aussi un complot contre elle d'ailleurs. La Fnac cacherait leurs bouquins exprès pour qu'on les trouve pas dans les rayons. C'est nous! C'est nous! Oui, c'est pas la Fnac, c'est nous. Let's go, je suis heureuse. C'est sous la pression de mystérieux lobbies qu'on a retiré leurs affiches. Et bien évidemment, on veut les censurer. De quelle censure on parle exactement? Je sais pas, parce que, bon, elles sont quand même omniprésentes. Quand on regardait... Vous voyez à quel point ça fonctionne? Tout ce qu'elles peuvent venir, c'est « Oh, la Fnac cache nos bouquins, nanani, nanana. » Bah oui, parce que tu sais pas qui c'est, tu n'as pas d'image, tu ne sais pas quand, voilà. Du coup, tu ne peux pas surfer là-dessus. Du coup, tu parais complotiste. La vérité, c'est que c'est nous. Mais faut pas le dire, chut, faut pas le dire. De quelle censure on parle? On le dit parce qu'on est entre nous, au calme. Mais faut pas le dire. Exactement, je sais pas, parce que, bon, elles sont quand même omniprésentes. Quand on regardait leurs interviews, là, on n'avait pas fini d'en regarder une, qu'il y en avait déjà une autre en ligne. Mais sur CNews, ça, l'argument de la censure, ils ont adoré. Alors que même Marguerite Stern, bah, elle sait bien que ça tient plus trop, quoi. Et alors, c'est la question rituelle que je pose à chaque fois sur ce type de livre. Est-ce que vous êtes reçu dans l'espace médiatique ? On a quand même été reçus à un certain nombre d'endroits, mais on sait que, par exemple, sur le service public, ça risque d'être compliqué. Voilà. Pourtant, récemment, Adèle Van Delrette a déclaré qu'elle recevait tout le monde. Voilà. C'est incroyable. Ah, s'il y a moyen de mettre un petit taquet aux médias publics, Pascal Praud, il va pas se gêner. Même si Marguerite Stern dit que non, quand même, là, niveau promo, ça va, elles ont fait des plateaux. Deux choses que je retiens. Vous êtes invité nulle part. Et vous n'avez pas le droit de faire de la pub dans Paris. Quoi? Waouh, mais c'est une dinguerie quand même. Oh, j'en peux plus. Combien de temps ils vont tenir ce putain de discours de « Oh là là, vous êtes censuré, vous êtes invité nulle part, mais vous avez tous les médias. Guillaume Meurice a dégagé de France Inter grâce à vous, en fait. » Enfin, quand est-ce que ce discours de merde va s'arrêter? Les gens n'y croient plus. En fait, vous jouez presque contre votre camp, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des gens... Ils sont d'accord sur des paniques morales racistes, transphobes et tout ça. Mais par contre, quand ils voient un Pascal Praud à heure de grande écoute avec CNews qui fait parfois plus de chiffres que BFM ou des choses comme ça, dire que les gens sont invités nulle part et qu'il n'y a pas de liberté d'expression, au bout d'un moment, ça suffit. Les gens sont pas bêtes, en fait. Les gens savent très bien qu'il suffit d'allumer leur télé pour avoir CNews. On peut pas tenir un discours complotiste anti-système comme ça trop longtemps, en fait. Même elle concède pas. On a quand même fait quelques plateaux. Sur CNews. Bah oui, genre heureusement. Enfin, wow, bref, elle aurait pu, hein, mais. Ces derniers jours, Dora Muto et Marguerite Stern étaient quasiment là tous les jours. Quand c'était pas chez Pro, c'était chez Mathieu Bock-Côté. Là aussi, on a beaucoup parlé de censure. Votre livre est difficile à trouver dans certaines librairies, alors qu'il est premier sur Amazon, il est premier sur les sites de. Mais là, difficile à trouver en librairie. Alors. Je pose la question, on vous entend, on a l'impression que c'est le portrait d'une situation très grave, et il y a une censure qui se constitue. Comment expliquez-vous la puissance de cette censure qui vous tombe dessus depuis quelques jours? Bon, et puis une fois le cul posé sur un fauteuil de bol... Comment elle explique du coup? Elle dira le wokisme, non? En vrai, derrière, tout vient tout seul. Tu sais ce qu'on attend de toi, donc tu déroules des trucs sur la gauche, intolérante, machin, enfin, vous connaissez. Et on pense que les militants transgenristes sont particulièrement énervés parce que nous, on est des figures qui viennent de la gauche. Premier sur les sites où tu peux payer pour être dans le classement. C'est vrai, ça? Tu peux payer pour être premier, pour être top 1 sur Amazon? C'est vrai, ça, ou pas? En vrai, ce serait une info importante. Connaissez. Et on pense que les militants transgenristes sont particulièrement énervés parce que nous, on est des figures qui viennent de la gauche, en fait. Et voilà. Des traîtres. Voilà, on est un peu des traîtres. Oui, dans les milieux de gauche, il y a une forme de sectarisme, une forme de dictature de la pensée unique. Et je crois que c'est un peu propre au milieu militant, féministe, de gauche. Et désormais, on s'en tient bien loin. Des femmes qui tournent le dos à la gauche et au féminisme, qui seraient censurées par les woke, qui subiraient la cancel culture alors qu'elles ne disent que des choses de bon sens. Mais c'est le récit rêvé. Et elles
sont ravis d'être mis en avant de la... C'est pour ça, moi, je dis, hein, vraiment, hein, les LGBT, faites attention. Vous êtes récupérables. Hein. Observez bien ce qui s'est passé avec le milieu féministe. Hein. Parce que moi, ce que je dis, c'est que ça vous pend au nez aussi. Faites attention. C'est pas, vous n'êtes pas purement subversif, vous êtes récupérable. La sorte, elle ne manque jamais une occasion de remercier tous ces médias d'extrême droite qui les invitent, qui font leur promo et qui vont leur permettre de vendre leurs bouquins. Vraiment, la campagne de promo, elle est impressionnante. Enfin là, c'est un tapis de bombe. Vous noterez qu'on n'a jamais vu l'inverse. On n'a jamais vu une énorme campagne médiatique pour un bouquin qui serait un peu pédagogique, un peu empathique, un peu militant pour les droits des personnes trans. Non, ça jamais. Il faut croire que le lobby... Est-ce qu'il y en a eu? Non, il n'y a pas eu de promo de fou. Par contre, il y a eu des succès littéraires. Beaucoup de BD. Notamment, je crois, une BD là sur un mec trans. Comment elle s'appelait? Une BD, je me souviens de la couverture, c'est un mec trans qui se déshabille devant un miroir. Ça a très très bien marché en librairie, je crois. Après, j'ai pas d'exemples qui me viennent. Après, il y avait une autrice de BD trans là, qui faisait des BD à une époque. Je sais plus comment elle s'appelle, mais alors là, elle s'est fait turbo cancel. Wow, il faut pas que je dise ça sur un stream qui parle des TERF parce que c'est une balle. Je leur offre ça sur un plateau, mais entre nous, cette meuf-là qui faisait des BD, une Canadienne, les gens, alors déjà, pour avoir des infos de personnes qui l'ont invitée en France pour qu'elle fasse des talks, elle est infecte. Non, je dis, Sophie Labelle là, elle est infecte. Et après, elle fait des... Disons qu'elle fait des fanarts de bébés furies qui portent des couches. Et c'est un peu sexuel. Assigné garçon, ouais. Ouais. Mais oui, j'avais une meuf, une vieille militante trans, là, qui me parlait du fait qu'elle l'avait invitée en France pour... il y a longtemps, il y a 10 ans, pour qu'elle vienne faire un talk. Ils l'ont logée gratuitement dans l'appartement d'une meuf trans. Elle a fait une scène parce qu'il n'y avait pas, la Wi-Fi, elle n'avait pas le code Wi-Fi. Et elle a volé, des chaussures. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas chez elle. Et elle a vu une paire de talons roses, elle les a volés. Elle est repartie avec et après on a découvert que elle a volé des talons. Genre c'est pédagogique, un peu empathique, un peu militant pour les droits des personnes trans. Non, ça jamais. Il faut croire que le lobby transgenriste là n'est pas encore assez puissant. Non, mais bon, par exemple, il y a Drag Race qui a débarqué sur le service public. C'est une émission dans laquelle on peut quand même parler de parcours de transition ou de transidentité en général et de façon. Skyheart, comment ça Skyheart il fait des trucs comme ça Skyheart. Il fait des scènes parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi et il vole des talons. Ils sont empathiques. Ou de non-transition. Après me rendez pas triste sur Skyheart. Moi, j'aime bien Skyheart, moi. J'aime bien, c'est le... d'ailleurs, il faut que je le rajoute. Attendez, il faut que je le rajoute dans la liste de la tier list des fous du bus. Pour le stream avec l'étard, là. Bien sûr, il faut que je mette Skyheart. C'est un fou du bus de zinzin. Il s'est fait voler des chaussures. Non, on lui a volé des chaussures à Skyheart. Ah ouais? On lui a volé ses chaussures, là. Je m'en rappelle pas. Je connais pas. Skyheart, il m'a perma parce que je lui ai dit qu'il était infect dans le chat. Oui, mais c'est Skyheart. Genre, c'est son personnage, un peu. C'est une femme trans. N'oubliez pas Feldup en fou du bus. Si vous voulez, je vous donne la liste actuelle des fous du bus. Hein. La liste actuelle des fous du bus. Attention, vous êtes prêts? Je vais les dire rapidement. Bob Lennon, Vieux Man, moi, Ilyes, Wissam, Afida Turner, Sardoche, Bigard, Jean Lassalle, Pierre Orca, Elisabeth Lévy, Pascal Pro, José Bové, Ségolène Royal, Dora Muto, Finkelkraut, Youssef Boussouma, Dany, Cro-Blanc, Conversano, Casasnova, Sylvain Durif, Richie, Les Marioles, Bad Mulch, Béatrice Dalle, Corinne Maziero, Dany Dutilleul, Bassem, Desporuti, Morsaille, Édouard Baird, Godard, Jean-Luc Petit-Renaud, Dabuzz, Jean-Pierre Coff, Michel Onfray et Skyheart. Il y a des vrais fous du bus là-dedans. Ah bah oui. Ah oui, oui. Desporuti, Belle Pioche, bien sûr. Desporuti, c'est... Oui, il y a un très bon potentiel de fou du bus. Après, un peu bresson comme fou du bus, mais bon. C'est quoi un fou du bus? Bah, c'est comme dans cette liste. Emodem. Oh putain, c'est vrai, il faut mettre Emodem. Hein. Meilleur Habib. Ah ouais. Attendez, c'est bien, vous allez étoffer mes fous du bus, là. Faut que je mette Meilleur Habib, hein. Mais lui, c'est un fou du bus de zinzin, lui. T'as mis Bassem, j'ai pas entendu. Bah oui,
Richie, le beatmaker. Non, Richie, le militant. Le militant gitan, là, qui est en mode on va défoncer Macron, on est là, on est ensemble avec les camarades. On est arrivé, on est dans la marche, là, on va défoncer, voilà. J'ai écrit un bouquin, là, récemment. Moi, je le kiffe. Il est trop bien, c'est le meilleur fou du bus. Fanta de Fanta et Bob. Fanta, pour vous, c'est un fou du bus? Moi, j'ai mis Bob Lennon. Mais Fanta, je sais pas. Bernard Friot, fou du bus? Ah ouais? Ah ouais. Après, j'ai pas... Est-ce qu'il a des moments fous du bus? Des vrais moments fous du bus? Je sais pas. David Lynch. Ah. Ouais, vas-y, je rajoute. Peut-être des moments d'interview fou du bus de David Lynch, je ne sais pas. C'est un fou du bus, mais c'est un artiste, quoi. On lui pardonne. Ouais, en même temps, des sports-routiers aussi. Kenny West, bah oui, Kenny West, je suis bête. Jodorowsky. Oh. Après, je connais pas assez bien. Vous allez m'insulter parce que je fais de la BD, mais... Moi, spoiler, en fait... Jodorowsky. Moi, le côté un peu triste sur la BD, c'est que vu que je suis pauvre de base, bah moi, j'ai pas beaucoup lu de BD parce que ça coûtait cher, ou alors fallait aller en médiathèque pour les lire, j'avais la flemme après les cours. Et du coup, j'ai pas lu tant de BD que ça, je suis un peu une fraude. Je fais de la BD, c'est bien, mais... Pour ça, des fois, je dis, c'est un peu un truc de bourge quand même, la BD. Il faut avoir les moyens, un peu. Jean-Pierre Mocky. Oh là là, les bandeurs de vieux man. Hein. Jean-Pierre Coff. Oui, c'est vrai que Jean-Pierre Coff, c'est un fou du bus. Paco Rabanne. Pourquoi Paco Rabanne? Il fait des films de fou du bus. Oui. Olivier Dussopt. Fou du bus, Olivier Dussopt? Je sais pas. Milley. Oui, Milley, oui. Hollande. Ah, c'est pas un fou du bus, Hollande. Raël. Oui, Raël, c'est un fou du bus, oui. Après, le problème de Raël, c'est que si tu cherches des extraits, la moitié des documentaires, il y a toujours des gens à poil. Wissam. Oui, Wissam, il est dans la liste, ouais. Après, Usul, toi qui es dans le chat, un peu un fou du bus aussi. Mais t'es plus un fou du bus quand on te connaît. quand on commence à te connaître, t'es un peu un fou du bus, mais pas publiquement. Lucchini. Ah oui, Lucchini. Oh oui. Oh, Lucchini, c'est un fou du bus étrange. Wendo. Wendo, fou du bus? Je sais pas, je dirais pas. Daniel Riolo, je connais pas. Nietzsche. Nietzsche est un fou du bus, c'est vrai. Usul, fou du sous-marin. La femme de BHL. Moufette Paco Rabanne, en vrai. Ah ouais, mais vous êtes plusieurs à me dire ça. Bon, je vais faire mes recherches. Hein. Pierre-Jean Chalençon. Booba. Yoko Taro, Artaud, Zemmour. Solange te parle. Assermandax. Sermandax, c'est vrai que c'est un peu un fou du but. Alors aujourd'hui, nous allons parler du concept. Vous êtes un peu des cons. Ben non, vous êtes un peu des cons. Alors, les Égyptiens disaient que les pyramides étaient construites de telle manière. Squeezie a fait son documentaire de merde. Je vais vous expliquer pendant 50 minutes pourquoi je n'aime pas ça. Et pour ça, je vais me mettre dans un cosplay de chimiste et je vais me balader dans la forêt avec mon ami Vled. C'est un peu fou du bus aussi, c'est vrai. Fabrice Divisio. Ah, Divisio, c'est un fou du bus, ouais. Vrai fou du bus, hein. Un dangereux du bus, hein. Ouais. Kojima, fou du bus aussi. Ah. C'est des bons trucs. Bon, après, on va arrêter parce que sinon, je vais jamais finir ce réact, là. Björk, j'avoue. De toute façon, on fera le tri avec l'État. Il y a peut-être des trucs moins pertinents. ContraPoint. Ah, pas folle du bus, non. Juan Branco. Raoul, c'est le fraudeur du bus. Raoult, il a un côté fou du bus, c'est vrai. Jim Carrey. Ouais, mais ouais. Moi, j'aime trop Jim Carrey. Moi, j'aime trop les acteurs comme ça. C'est pour ça que moi, parmi les acteurs américains dont je suis fan, c'est Jim Carrey et merde, comment il s'appelle? Bordel, l'autre fou du bus, là, qui fait que des nanars. J'aime trop aussi.
Faites la liste des fous du bus, oui. Francis Lalanne. Ah ouais. Ah, attendez. Oui, faut que je mette Lalanne, mais oui. Parce que j'ai mis Bigard. Je suis obligé de mettre Lalanne. Tom Cruise. Non, pas Tom Cruise. Nicolas Cage, ouais, je parlais de lui. Bon, allez, let's go, on continue, c'est bon. Mais c'est vraiment un truc que je peux pas faire. Donc même si je veux, même si je le sens, moi, c'est vraiment une barrière que je peux pas franchir parce que mes parents, mon père, il est malade. Donc déjà là, ce que je fais là maintenant, c'est déjà un peu trop pour lui. Donc si je passe cette barrière, c'est vraiment un truc qui peut le tuer même. Donc, pas bon. Donc... Alors, moi, j'adore Drag Race. Ouais, ça me rappelle tout le moment. Ça me rappelle quand il y avait Mehdi, je sais pas si vous vous rappelez de ça. L'arc, pour les gens qui sont là depuis longtemps, là. L'arc où il y avait eu des spaces sur Twitter pour parler des personnes qui faisaient pas de coming out à leur famille parce que c'était trop compliqué. Il y avait eu un clash, mais c'était un clash qui faisait tellement du bien, en fait, pour les LGBT, pour les luttes un peu LGBT. Parce que, bah, effectivement, chez les LGBT blancs et tout, il y a une culture de coming out, de visibilité et de fierté. Le problème, c'est que c'est bien, mais c'est pas une situation qui peut s'adapter à tout le monde. Et il y a des gens qui doivent dealer avec des stratégies d'invisibilité dans la sphère sociale et surtout familiale. C'est pour ça, moi, je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve que Ouria, elle a pas tort quand elle parle du clan. Quand elle dit, bah, il faut comprendre que dans une société raciste où t'arrives pas à te faire recruter, t'envoies 50 CV, même si t'as fait des études, on t'envoie chier parce que, je sais pas, tu portes le voile ou alors t'es un mec de banlieue. Et bah, tu t'attaches au clan, en fait. Et du coup, même sociologiquement, ça explique pourquoi il y a plein de gars qui restent vifs chez leur daronne aussi longtemps, genre des Ilyes ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est parce que, voilà, on vit dans ce monde-là. Et donc, le clan familial, c'est important. Imaginez-vous, vous êtes homosexuel dans une famille où ça passe pas trop. Mais c'est horrible. Si demain vous faites un coming out, il y a des chances que vous soyez à la rue. Il y a des chances que votre vie, elle s'améliore pas. Vous allez faire quoi? Moi, j'en ai des potes comme ça, des potes trans. J'ai des potes trans, elles ont 16 ans, 16-17 ans. Elles se prostituent depuis leurs 14 ans parce que le coming out a été une rupture familiale. Hein. Elles ont commencé à se prostituer, elles étaient mineures, hein, ne serait-ce que pour dormir quelque part, quoi. C'est dur, hein. Et après, tu m'étonnes que ces gens-là veulent être invisibles un peu, tu vois. Genre, c'est normal, en fait. Vous faites qui vient de Outé Ilyes. Ah, tout le monde est au courant qu'il vit chez sa daronne, c'est bon. Badan, bien sûr, Badan. S'il n'y a pas de souci, Mami Wata, on est avec toi. Mais simplement, c'est pas une émission qui parle des droits des personnes trans. On est là pour le spectacle, le show, mais c'est pas une émission militante. On y parle finalement peu des sujets qui touchent profondément les personnes trans. La précarité, les violences, les discriminations, les agressions. Et en même temps, c'est normal. C'est une émission festive. Mais voilà, en face de Stern et Moutot, il n'y a rien qui puisse faire contrepoids. Les droits des personnes trans sont rarement évoqués dans les médias, et souvent quand le sujet est abordé, il est maltraité. De manière générale, à cause de ce climat d'hostilité, de désinformation, il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à aller à la télé pour prendre des coups et défendre les personnes trans. Il y a énormément... on n'est pas invité, surtout, ouais. Laura Malagré, qui l'a fait il n'y a pas longtemps sur France 5, on vous met l'extrait. Et enfin, je rappelle, à titre personnel, voilà, à celles et à ceux notamment qui ont des responsabilités qui sont à l'antenne, et j'en appelle d'ailleurs aussi à l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, que la transphobie, c'est pas une opinion. Putain, et Nora Malagré, c'est quand même l'un des meilleurs glow-up d'anciens candidats télé-réalité. Hein. C'est un délit, c'est puni par des sanctions pénales. Alors si votre cerveau et votre cœur sont trop atrophiés pour respecter l'humain, eh ben respectez au moins la loi. Et je le répète, elle a fait de la télé-réalité, bah il me semble que c'est ça. Elle en a fait. C'est pas ça la story de Nora Malagré. Elle a fait de la télé-réalité, elle a fait un peu son... Elle était en mode clout réseaux sociaux, elle a fini chez TPMP. Non, de la radio, ah ouais. Ah non, c'est une meuf qui vient de chez Koé. Ah oui, vous avez raison. Oh, putain, moi je pensais que c'était une meuf de télé-réalité. Radio puis Hanouna. Ouais, mais en fait, ouais, c'est parce que... En fait, Koé, c'est tellement un peu de la télé-réalité que du coup, j'avais cette image d'elle. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, c'est Koé. Je me suis trompé. C'est fait cancel ou pas, d'ailleurs? Oui, il me semble, oui. Il me semble, ouais. Je confonds avec Capucine, ouais, peut-être. Elle a traversé les pires
Pour être si basé, c'est fou. Mais globalement, il y a plein de gens de chez Koé qui ont fini par se renouveler et qui ont fait des bonnes choses. Hein. Bah, genre, typiquement, comment il s'appelle Loris. Loris, c'était la petite merde de Koé. Hein. Il y a plein de vidéos où c'est Loris se fait défoncer par des rugbyman et on rigole. Loris essaye de vendre des pizzas à des véganes. En fait, c'était la petite merde de Koé qui l'envoyait faire des bêtises. Et après, il se faisait taper. Il y a des vidéos où il se fait taper dessus. Et juste, ils étaient trop heureux d'avoir un petit stagiaire à Bouli. Et après, Loris est devenu Loris. Il a géré un peu. Il a géré son truc. Hein. Je savais pas. Bah oui, c'était un petit peu de chez Koé. Et puis, on est bien sorti. Hein. Pas de féminisme sans les femmes trans. Bon, on n'a pas beaucoup d'autres exemples comme ça, et c'est tout le problème, en fait. Par contre, on a des exemples désastreux. On se souvient de ce plateau de quelle époque? C'était en 2022. Ah ouais. Et ils ont voulu faire débattre une femme trans, Mariko, avec Dora Muto, notre influenceuse accusée de transphobie. Littéralement, 5 minutes pour les trans. Alors que putain, en plus. Genre, Mariko, c'est la trans respectable et tout ça. Ouah, en fait, c'est la trans républicain compatible, quoi, qui présente bien, qui est élu maire. Et enfin bref. Une mère versus Dora, oui. 5 minutes pour les transphobes. Mais pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire. Mariko, c'est une femme pour vous ou non? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. Dora Muto a été très agressive face à une Mariko plutôt calme. Et au milieu, on avait Léa Salamé qui voyait pas le problème, qui parlait de débat constructif. Un siècle de féminisme qui est bafoué par des visions complètement transphobes, parce que oui, Madame Muto, vous êtes transphobe. Vous essayez d'enrober ça. Et vous êtes misogyne. Vous êtes misogyne. Avec Gabriel Attal à côté. Wow. Attendez, on avait dit... Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer. On s'était engagé à un débat constructif. Honnêtement, c'est quelque chose de très intéressant. Ah non, hein. Soyez pas transphobe sur le plateau, hein, malgré la question que j'ai posée. Mais non, c'est vous qui insultez les gens. Ça fait des années que vous insultez les femmes trans. Alors, donc au niveau... Elle est trop gentille. Hein. C'est un débat constructif, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, beaucoup de familles, de plus en plus, et qu'on essaye de comprendre. Parce que l'émission, mais après, Mariko, justement, c'est le profil de la meuf gentille, mais presque un peu... Il y a un profil un peu sacrificiel, genre rappel de son histoire. Elle a transitionné une fois que ses enfants ont commencé à être grands, qu'elle avait moins de responsabilités. En fait, c'est classique histoire de old tranny. Aujourd'hui, les gens, ils transitionnent beaucoup plus tôt dans leur vie. Alors, les femmes trans, en général, la moyenne d'âge, je crois que c'est autour des 25 ans. Alors que les mecs trans, c'est plus tôt, ça doit être 17-18 ans. Parce que, rappel, hein, c'est plus simple d'être un garçon manqué que d'être une fille manquée, hein, voilà, quand on est jeune et tout. C'est ce qui explique. Ceci explique cela. Hein. Toute la panique morale qui vient à dire oh là là, mais il y a beaucoup de mecs trans qui veulent transitionner très tôt par rapport à des meufs trans. Du coup, c'est un phénomène de mode. Non, c'est juste que c'est plus simple d'être un mec trans en fait. Dans une cour de récré, être une fille manquée, enfin être un garçon manqué, c'est plus simple. Mais oui, et puis les old tranny, ça c'était classique. Hein. Il y en a beaucoup. Elles faisaient leur transition à 50, 60 ans. Une fois que tu as une carrière qui est bien établie professionnellement, une fois que tu t'es marié, tu as fait 3 enfants qui commencent à être majeurs, alors là seulement tu t'autorises à respirer. Et c'est ce qui donnait toute une vie de profil de travesti. À l'époque, justement, tu avais beaucoup ce profil de travesti, voire même travesti un peu fétichiste en quelque sorte, dans le sens où c'est beaucoup ceux qu'on retrouvait dans des imaginaires sexuels, de trucs porno et de trucs comme ça, parce que c'était un peu leur échappatoire. C'était le travesti caché. Celui qui montrait pas sa tête, mais qui prenait des photos de lui et tout ça. Et puis après, bah aujourd'hui, ça donne des femmes trans. Mais du coup, Mariko, elle appartient à toute cette génération-là. Et ouais, ça tape, hein. Ça tape, hein. Moi, ça me rend triste, vraiment. Genre, quand j'étais jeune et que je me renseignais sur la question, il y avait quasiment que ça. Et ça donne des vies tristes. Mais du coup, c'est... Ouais. Pour toi, c'est une lâche. Mais non, je dis pas ça, vous êtes trop bête. Pas que c'est une lâche. Pourquoi vous dites ça? Genre, c'est dur. Enfin, à l'époque, c'était dur de transitionner. La pression, elle était immense, en fait. Et puis, enfin, je veux dire, des fois, les gens étaient même pas au courant que ça existait. Les gens n'en parlaient pas, en fait. Tellement de débiles dans le chat comme d'hab. Mais non, au calme. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas de la lâcheté. Mais en plus, moi, si on parle de lâcheté, je suis une trans beaucoup plus lâche que d'autres, hein. Moi, ma transition, j'ai pris des hormones, je suis resté en garçon, j'ai attendu 8-9 mois que les gens ils commencent à se tromper sur mon genre dans la rue pour sortir la première fois de ma vie en fille dans la rue. Il y a des gens, ils ont même pas pris d'hormones ou quoi que ce soit, ils se travestissent, ils sortent dans la rue, ils se prennent des remarques, ils se font agresser. Moi, j'ai précisément eu des stratégies pour éviter tout ça. La lâche dans l'histoire, ça serait moi. Hein.
Désolé, hein, mais moi, j'ai pas été un travesti qui allait se balader, et voilà, quoi. C'est pas de la lâcheté, ça. Bah oui, mais enfin, j'emploie ce langage-là pour expliquer, mais... C'est juste une question, calmos le chat. Ah, c'est... Bref. Alors que là, littéralement, une de ses invitées venait de se faire mégenrer exprès, traiter d'homme. Mais enfin bon, les personnes trans sur les médias sont habituées à ce genre de séquences un peu violentes. Et en général, dans ces scènes-là, les journalistes participent assez activement, finalement. Là, c'est la passivité de Léa Salamé dans cette situation de violence qui pose un peu problème. Mais il peut arriver que le journaliste prenne les devants et accompagne lui-même cette violence. Le 18 avril sur RMC, l'émission... T'as pas voulu te faire tabasser dans la rue, alors heureusement. Bah surtout, j'étais pas naïf. En fait, je manquais peut-être de naïveté. Il y a ça aussi. Puis moi, vu que je suis pauvre, moi j'ai grandi en banlieue et j'ai toujours vécu dans des quartiers populaires. Je les aime, ces quartiers, c'est là où j'aime habiter. Mais du coup, je sais qu'il y a des choses qui passent pas. Genre, c'est tout, c'est des espaces qui sont comme ça, malheureusement. Et en même temps, bah, ça me plaît, c'est chez moi, quoi. Mais du coup, je savais qu'en commençant une transition, je risquais gros. Donc oui, j'ai joué sous les radars. Je suis resté un garçon pendant un certain temps jusqu'à ce que ça soit tranquille. Et quand j'ai commencé à transitionner, vu que j'étais pas sûr de moi, quand je commençais à sortir en meuf, je me déplaçais en vélo. Parce que je voulais pas justement qu'on puisse me rattraper si jamais y a une personne qui fronçait les sourcils en mode est-ce que c'est un mec ou une meuf bizarre. Je voulais pas qu'on me fasse chier. Donc au début, j'ai pris un vélo et je me baladais qu'en vélo. T'avais pas accès aux hormones si t'avais pas fait preuve de ta vie en femme. Oui, mais ça, c'est l'époque des tests de vie réelle. Oui, ça c'est l'époque de la Sofex et tout ça. Je veux dire, avant, pour les hormones, les gens... alors déjà, il fallait prouver qu'on voulait se faire castrer, qu'on voulait faire l'opération de changement de sexe et tout ça, obligatoire. Mais surtout, il fallait faire des tests de vie réelle. Les tests de vie réelle, c'est, avant d'obtenir des hormones, pendant 1 an, 2 ans, on vous oblige à vous travestir, à sortir comme ça dans la rue, à vivre votre vie professionnelle, votre vie affective et tout ça en tant que femme. Et si jamais vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes une femme. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est de la maltraitance. Genre, à l'époque où c'était si difficile de sortir dans la rue et t'attirer les regards, bref. C'est horrible, vous imaginez le niveau d'anxiété? C'est un peu humiliant. Non, c'est pas seulement humiliant. C'est que globalement, tu prenais le métro, t'étais le travesti du métro. Pendant 1 an, 2 ans, t'étais le travesti du métro. T'étais là, tu sortais en femme, tout le monde était tout le monde ricanait dans la rame. Tu sortais, tu te prenais une balayette, tu finissais par te faire tabasser. C'était ça le quotidien. Pour les meufs qui voulaient choper des hormones, c'était ça le quotidien. J'avoue que le boy mode, encore dans certaines situations, j'ai par peur. Bah oui. Et je comprends, hein. Ils se prennent les devants et accompagnent lui-même cette violence. Le 18 avril sur RMC, l'émission Les Grandes Gueules faisait elle aussi la promo du livre Transmania. Pour l'occasion était... Je pense que ça l'est de plus en plus. Non, je suis pas d'accord. La société, elle est plus apaisée sur les questions trans. Les gens du quotidien, ils sont plus apaisés sur les questions. Oui. Après, c'est juste que les gens agressifs à la question le sont encore plus qu'avant. C'est ça la différence. C'est que les transphobes convaincus le sont d'autant plus. Mais la population générale, elle est plus chill sur le sujet. Faut pas croire qu'il n'y a pas des progrès, hein. Alors j'ai une question, est-ce qu'il y a un suivi psy lors d'une transition? Bah en fait, je vais prendre la question différemment parce qu'il faut sortir du mythe du psychiatre et du psychologue qui est formé à tout. Est-ce que les psychologues et les psychiatres sont suffisamment formés pour pouvoir faire des suivis psy lors d'une transition? C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la question. Donc ma réponse est non. Dans les cas des transitions, il n'y a pas forcément des suivis psy à chaque fois. Mais c'est parce que quand ils font leur formation à la fac et tout ça, ils sont pas forcément formés sur le sujet. Et c'est pour ça que dans ce mythe, les transactivistes et le lobby pharmaceutique, en fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup de psys et de médecins aussi qui ont besoin de se former. Et quand ils veulent se former, ils vont se former auprès des assos. Parce que c'est les assos qui développent des outils pédagogiques pour leur permettre de recevoir des personnes trans et de savoir comment les gérer. Parce que quand ils ont fait des études, on leur a pas expliqué ces choses-là. Et donc, bah, la question, il faut la prendre comme ça. Moi je suis pour, hein. Moi, je trouve qu'un suivi psy pour une transition, si c'est pas forcément un truc gatekeeper, dans le sens où on va t'empêcher de transitionner et on doit te faire passer des examens, c'est pas le but.
Le but, c'est surtout que tu sois accompagné et que psychologiquement, ça se passe bien. Parce qu'il y a plein d'étapes difficiles à une transition. Que ça soit vis-à-vis de la famille, du milieu professionnel et tout. Enfin, c'est beaucoup de risques. C'est potentiellement certains coûts à assumer dans la vie qui sont difficiles. Donc moi j'aimerais bien que les gens puissent être accompagnés psychologiquement. Mais la réalité, c'est que les professionnels de santé, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire, en fait. Donc la situation est telle que, oui, il y a plein de transitions où les gens ne sont pas accompagnés psychologiquement. Hélas. Mais en même temps, tu vas pas forcer des gens à aller chez des psys qui comprennent rien au sujet et qui vont juste te faire traîner pendant des années parce qu'ils comprennent rien au sujet. Moi, j'ai passé mes 14 ans. De mes 14 ans à mes 19 ans, j'ai vu 5 psys différents. À chaque fois pour leur parler de la même chose. À chaque fois, je leur disais, j'ai un problème, je sens que je veux être une fille, mais je comprends pas ce que c'est, et je sais qu'il existe des transitions, aidez-moi. Je venais les voir pour ça. J'en ai vu 4 ou 5 différents. Aucun ne m'a aidé. Tout ce qu'ils faisaient, c'était, vas-y, assis-toi, explique-moi, je t'écoute. Et puis ça durait des mois. Mais en fait, dans la position du psy, bah, ils t'écoutent, c'est leur métier. Mais en fait, la vérité, c'est que derrière, ils comprennent pas le sujet. Ils peuvent pas te dire, ah bah dans tel hôpital, il existe tel truc, tu devrais aller jeter un œil et tout ça. Personne ne m'a dit ça. C'est en association qu'on m'a dit ça. Parce qu'ils savent pas faire ça, en fait. Et du coup, ils se cachent derrière leur posture de psy, qui est la posture d'écoute, qui est un peu... c'est leur manière, c'est leur autorité au psy. Le silence est une forme d'autorité chez le psy. Quand ton psy se tait, tu sais pas s'il comprend ce que tu lui dis ou pas, ou alors s'il est mystérieux et que c'est un psy et du coup il est dans ta tête et il se tait parce qu'il a compris des trucs. Des fois tu te fais un peu gaslight par la position du psy, quoi. En même temps, ils ne savent pas t'aider pour une dépression, alors pour la transidentité. Bah non, moi, non, mon avis sur les psys, c'est que quand t'es un psy de gauche, t'es malheureux parce que tu sais que changer le système, c'est guérir la majorité des dépressions dans ce pays. Donc tout ce que tu peux te contenter de faire par cynisme, c'est de proposer, je sais pas moi, des antidépresseurs ou des solutions pour essayer de résister à des problèmes principaux qui sont le salariat ou des choses comme ça. L'Organisation mondiale de la santé, agence de l'ONU, a retiré le 27 mai 2009 la transidentité de la classification des troubles mentaux. Oui, merci Wikipédia, merci. Mais oui. Ouais. Bref. Sur RMC, l'émission Les Grandes Gueules faisait elle aussi la promo du livre Transmania. Pour l'occasion était invitée Béatrice Denas, la coprésidente de Trans Santé France. Par contre, elle était au téléphone et elle avait face à elle un plateau très hostile. Se sentir fille, moi je suis incapable de l'expliquer. Je vous demanderai pourquoi vous êtes... Ah bon, parce que moi je peux vous expliquer ce que c'est se sentir une femme, parce que j'en suis une biologiquement. Ou en être une. Eh ben moi je me sens femme depuis... Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que d'être une femme? Concrètement, on aimerait des arguments de votre part. Être une femme, c'est quoi? Demandez à un homme ce qu'est être un homme. Alors, oui, il y en a qui vont dire que c'est le virilisme. Je peux vous faire un dictionnaire sur ça. Non, mais c'est biologique. C'est-à-dire qu'on est un homme parce qu'on est biologiquement un homme. Voilà, le journaliste, il a... Mais c'est dur, hein. En fait, nous-mêmes, personnes trans, on ne sait pas trop pourquoi on a ça dans la tête, hein, mais c'est tout. Hein. En fait, la question, c'est pas de savoir pourquoi ça existe. La question, c'est que ça existe. En fait, c'est ça, désolé. Il y a des gens, ils cherchent plein de pistes. Hein. Les pistes sociologiques, que ça soit à l'époque... des théories de Monet, des théories de Blanchard ou des choses comme ça, qu'elles soient réactionnaires ou non, ces théories, qu'elles soient queer, à savoir, je sais pas moi, le fait qu'on est libre et que finalement, si le milieu nous forge et que on est des personnes un peu queer, bah c'est pas grave, on a quand même le droit de transitionner, ou alors même des solutions biologiques, avec chez nous, on a qui là, comment il s'appelle le mec qui a écrit un bouquin récemment là-dessus, qui parlait déjà de l'homosexualité, puis il a écrit un bouquin. Qui est un peu un bouquin de merde d'ailleurs, Jacques Balthazar là, qui lui il est un peu dans les thèses de c'est biologique, c'est dans le cerveau, nanani nanana. Tout le monde essaye de trouver un peu des solutions, mais la vérité c'est que moi je pense que de mon vivant on trouvera pas de réponse. Peut-être plus tard, hein, on n'en sait rien, mais c'est pas la question puisque ça existe en fait, c'est tout. Ça existe partout, il y a plein de pays, il y a partout dans le monde, et à toute époque il y a eu des personnes qui présentait une forme d'ambiguïté. Après, dans l'organisation sociale, ça prend des formes différentes. Chez nous, c'est la transidentité. Dans d'autres cultures, ça avait d'autres formes. Chez les apothèques, on parle des MUX. Chez
Chez les Indiens, on parle des hijras. Enfin, il y a des formes d'organisation sociale différentes pour gérer des phénomènes d'ambiguïté queer, en quelque sorte, qui ont toujours existé. Mais voilà, quoi. Payanotis Pasco. Quel rapport? Être un homme, c'est regarder Bob Lennon et peindre des... Waouh. Carrément trancher la question, et on vous passe le moment où une des deux influenceuses a demandé à Béatrice si elle avait un pénis. Enfin, honteux, quoi. Voilà, vous l'avez compris, hein, les médias ont une grande responsabilité dans la diffusion des discours de haine anti-trans. C'est pour ça qu'on vous fait cette émission. Les personnes qui ont étudié les représentations de la transidentité dans les médias français s'accordent à dire que ça fait environ 5 ans que le sujet est traité. Pas forcément bien traité, mais bon, on en parle. L'association AJL, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, a d'ailleurs réalisé il y a 1 an une enquête sur la transidentité dans les médias. Une enquête réalisée avant la grande offensive transphobe de ces dernières semaines. L'enquête démontrait que des efforts avaient été faits au niveau de la visibilité, même si les angles choisis sont parfois discutables, le vocabulaire utilisé souvent méprisant, ou encore que les personnes invitées à en parler ne sont pas assez renseignées. Les personnes trans sont encore fortement invisibilisées. Invitez-moi, invitez Cassandre, nous on connaît. Et c'est ça qui rend les discours comme celui de Stern et Moutot particulièrement efficaces et dangereux. Si vous ne connaissez rien au sujet et que vous essayez d'y comprendre quelque chose, c'est sur elles que vous allez tomber, parce qu'elles ont saturé l'espace médiatique très facilement. Sur Internet, maintenant, on peut quand même trouver pas mal de choses si vraiment on veut se renseigner sérieusement. Ouais. Par exemple, on vous conseille les vidéos de Cassandre sur YouTube. Let's go Cassandre, let's go. Oh, la petite pub, bien meilleure, merci, ça fait plaisir. Merci Usul, merci Lumi. Comme cette vidéo sur les TERF, si vous voulez en savoir plus sur le mouvement dans lequel s'inscrivent Stern et Moutot. On vous recommande aussi les travaux et les interventions de Karine Espinera. Karine Espinera, ouais. Spécialiste de la transphobie et du traitement médiatique des questions de transidentité. Et puis il existe aussi un média dédié qu'on vous recommande, XY Média, c'est sur YouTube, allez voir. Ah, j'ai un peu des réserves. Moi, le problème avec XY Média, c'est que c'était une très bonne initiative, mais qu'ils publient une vidéo tous les 6 mois, quoi. Alors c'est bien, ils ont fait des vidéos, du coup, tu peux le recommander, tu peux recommander leur chaîne. Mais là où c'est un peu triste, c'est que ça n'a pas été alimenté. Hein. C'est dommage. Elles produisent des reportages, des témoignages. Et on va d'ailleurs finir en citant ce média. Un phénomène nouveau se produit. Alors qu'elle semblait au départ auparavant peu... Oui, voilà, c'est une vidéo de 2022, quoi. Concernée, c'est l'extrême droite qui se saisit désormais régulièrement du sujet. Elle y voit une opportunité pour attirer de nouveaux électeurs, pour semer un vent de panique et en récolter les fruits. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut que la gauche quand même se penche sur cette question des droits des personnes trans, de la transphobie, parce que moins on sera formé chez nous, plus ils vont... Il y en a des nouvelles, je crois. Attends. Ah ouais? Pour moi, la dernière en date, c'était une vidéo sur la Palestine qui était sortie... Ah ouais, il y a 2 mois. Il y a 4 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il y a 6 mois, il y a 6 mois. Ah ouais, quand même. Il y a 6 mois, ils se sont remis à faire des trucs quand même. Oui, bon. Bon, après, je suis un peu mauvaise langue. Ça va, ils sortent des vidéos quand même. Mais pas assez à mon goût. Faudrait carburer un peu plus. Hein. C'est bon. En vrai, je suis mauvaise langue de fou. Je me rends compte qu'ils publient des vidéos, je suis une merde un peu. Pour pouvoir bourriner en face. Après, il y a peu de vues, bah oui. Donc, que vous soyez militant ou journaliste ou n'importe quoi, de toute façon, ne laissez pas ce terrain à Marguerite Stern et Dora Moutot. Ne vous laissez pas bourrer le mou par elles non plus. Renseignez-vous, informez-vous, parlez avec des personnes concernées. On a quand même mieux à offrir à nos camarades trans que des silences gênés et de la compassion maladroite. Donc allez, on y va. Et à dimanche, dans 2 semaines. Let's go! Bon bah merci beaucoup pour cette vidéo. Mais oui, évidemment, le format se prête bien à Dora Moutot et Stern. Hein. Il fallait en parler. Hein. Parce que ce sont des bêtes médiatiques qui en font un business et qui s'installent et qui cherchent à avoir la lumière sur elles comme ça, quoi. Moi, je trouve ça triste. Hein. Elles me font de la peine. Hein. Elles me font de la peine parce que leur fonds de commerce, quand même, ça fait des années que c'est le même et elles se renouvellent pas. Hein. Les TERF, globalement, elles me font un peu de la peine pour ça. Hein. Après, elle taffe, hein. Elle taffe, hein. Moi, quand je vois Sophie Robert, ça va chercher des espèces de posts étranges sur des forums qui te parlent de castration. Et ils vont chercher des arguments obscurs sur des trucs. Elles essayent, hein. Elles taffent, hein. Mais par contre, ouais, qu'est-ce que ça pue. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à soutenir Blast en vous abonnant ou en faisant un don. Bref, mais ouais, très bon épisode, ça fait plaisir. Merci, let's go. Puis ça tombe à un très bon moment avec la loi